Salut à tous et bienvenue dans Beats numéro, pas de numéro, puisque c'est un épisode spécial. Ouais. Voilà, on va parler que de voitures électriques, véhicules électriques. On aurait dû mettre le générique de Top Gear ou de Turbo. Ah mais ou, grave, c'est mais non, bien. mais En ça plus, se fait pas, parce qu'après on se fait kicker de YouTube. on Tu aurait vois, dû on peut pas faire ça. un demake de l'épisode Ouais, mais non, on peut du pas faire ça. générique. Bon, Faut qu'on trouve un générique. du coup, on va parler de véhicules électriques avec Christophe ce soir. Alors, on en a tellement peu parlé dans les épisodes précédents. C'est vrai, qu'on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de faire un résumé de là où on en est aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de passer à l'électrique ou pas? Est-ce que c'est bien de rouler au nucléaire ou au charbon? Est-ce que... non. Est-ce que le marché est viable aujourd'hui? Alors moi je roule pas en électrique, toi non plus d'ailleurs. Non. Enfin, que sur une jambe, quand on prend nos trottinettes. Exactement. Mais sinon voilà, moi je suis en semi-électrique du coup, puisque j'ai une hybride, mais on parlera pas d'hybride ce soir. Ah non, On justement. va parler que d'électrique. Exactement. Mais du coup, merci Layou pour tous ces subs offerts. Mais ah tiens, 01net vient de faire une émission sur les véhicules électriques aussi, nous dit Guillaume FR. Ah ben voilà, comme quoi tu vois. Hein. Très bien. Bah écoutez, merci d'être venu. Merci Ciao. d'être venu, vous pouvez aller voir évidemment leur émission, puisqu'elle doit être certainement bien mieux que la nôtre. Donc voilà. Oh non, on a fait des trucs quand même sympas. On va pas que vous parler de. De Tesla. Voilà, on va pas vous parler que de Tesla. Ah, on parle aussi de Peugeot. Et voilà, Peugeot. exactement. Non. Mais en fait, moi je voulais commencer par un petit historique. Mm. Parce qu'en fait, les véhicules électriques, en général, hein, tous les véhicules, Naguère. et c'est pas tout jeune. Et non. Et non, on en connaît plein maintenant parce que ça On sort. va faire un mais en quiz fait- avec la chatroom presque. Un quiz. Ah ouais, pour les reconnaître. Non, pas pour le connaître, mais la première invention de la batterie rechargeable. Allez. Quelle année? Non mais là ils vont, Marignane. ça va être. 415. Ah non, merde, c'est pas. Ah, ils vont être tellement rapides que Ah bah, ils vont Google, faire hein. du Google. Évidemment. L'invention de la batterie électrique, la batterie rechargeable plutôt. Salut. Voilà, 1859 Voilà. par un Français, Gaston Planté, exactement. Et oui, mais en fait c'est pas la première voiture. La première voiture électrique, en fait, Mm. elle date encore. Oui, là, c'est juste la batterie en stock. C'est juste le la jus. batterie, exactement. Avant, il y avait des batteries déjà, mais à usage unique en fait, Mhm. que tu pouvais déjà utiliser là-dessus. Alors j'ai trouvé aussi des trucs assez sympas comme ce truc-là. Voilà, c'est pas mal, hein. 1884. C'est pas une voiture, Non, c'est une carriole, cher monsieur. mais bien sûr. En fait, on a juste enlevé les chevaux et on a remplacé ça par un moteur électrique. C'est exactement ça, 1884. Donc équipé d'une batterie du coup électrique rechargeable. Mm. Et déjà en fait, Des perfs de fou. Hein. mais non mais pour l'époque et par rapport à ce qu'on pouvait faire en comparaison avec d'autres types de transports, C'est les eh bien, brigades du Tigre, c'était le truc. carrément intéressant. Ouais. Donc voilà, après petit bond en avant, on avait en me fait penser, 1911. Tu sais, ça me fait penser au dessin animé Sherlock Holmes. Mais grave, mais tellement Sauf c'est que ça. bon, c'était pas électrique, ça marchait à Ça faisait un vapeur. peu de fumée et tout. Ouais, j'ai l'impression que ça marchait à vapeur ou à je sais pas quoi, mais c'est vraiment ça quoi. Au charbon de voilà. Ouais. Exactement. 1911. Ah. Magnifique. Ah voilà, par contre, on craint plus l'appui. D3 électrique. Donc voilà, petite marque qui n'a pas Qui survécu. n'a pas... Oui, bizarrement. Et quand même 130 km d'autonomie à l'époque. Et bah tu Avec vois, des comme quoi, batteries. Alors, finalement, La on techno... n'a pas beaucoup progressé. Bon, après, il faut rappeler que la techno des batteries à l'époque, ça restait la batterie au plomb. Hein, donc Oui. ça restait quand même aussi lourd. Après, il et fallait 5 polluant. ans pour la charger, mais 130 km. Non, je rigole, mais 130 km. Ouais, non, ça se rechargeait à peu près. Et 32 km/h de vitesse de pointe quand même. Oh, pas mal. Et ce qui, pour l'époque, est vachement bien. Comme nos trottinettes d'aujourd'hui. C'est exactement La ça. mienne a fait 30 km/h de pointe. C'est ça, voilà. c'est exactement ça. Voilà. Et alors, Elle a été bridée même. il faut savoir qu'à cette période en fait historique, les véhicules électriques se vendaient plus que les véhicules thermiques. Bah oui. Et donc là, il y avait ça, c'était un des premiers véhicules qui a vraiment cartonné en mass market et qui a été produit à plusieurs milliers d'exemplaires et vendu, etc. Voilà. Bon, après, il y a eu des essais. C'était un peu la Clio de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, Bon, alors là on s'est dit, il faudrait peut-être améliorer l'aérodynamisme. Et Et puis finalement, on s'est dit non, un escargot, c'est plutôt une bonne idée. Vu la vitesse de l'escargot, on s'est dit c'est une bonne idée de design. On va reprendre l'escargot. voilà. Bon, ça, Donc, c'est une tentative. C'est ouais. c'est un Dans vue les faits, d'artiste. si tu regardes, c'est l'arrière du véhicule qu'on voit. Hein. Ouais, bien sûr. L'idée là de ce coefficient CX, alors, Ouais. il n'a pas du tout été calculé parce que Non. soufflerie à l'époque, faut oublier. Mais il s'était dit peut-être qu'en termes d'aérodynamisme, ça pourrait aider à limiter la traînée et la pénétration dans l'air, tu vois, la traînée du véhicule C'est et ça. les perturbations à l'arrière. D'ailleurs, tu vois qu'il y a un feu à l'arrière qui est situé pile derrière pour faire comme un petit aileron. On dirait un petit baleineau. Mais de c'est ça, dessin animé. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est un artiste, un Paul Artzen qui a désigné ça, qui s'appelait l'œuf. Ouais, Mais ouais. malgré tout, 70 km/h de vitesse de pointe Ah bah oui, et 100 km d'autonomie. pas mal. Donc plutôt pas mal en fait par rapport à son époque. Voilà, on continue à avancer un petit peu dans l'historique. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. 3 roues, hein. C'était vraiment la grande époque aussi. C'est Peugeot.
Ouais, ça permet d'alléger. La voiture légère de ville, ça Ouais. s'appelle. Oui, Ça 3 permet roues, du d'alléger coup. le véhicule, de pas avoir un essieu complet à l'arrière. Un seul feu à l'avant. Moto style. En fait, c'est le Twizy de l'époque. Mais vous voyez. merci, c'est exactement ça. Voilà. Donc, comme quoi, on Et réinvente pas la roue. décapotable, hein, Ah, ah. celui-là. Et cabriolet, parce qu'à l'époque, oui. Bah, Donc voilà, véhicule légère, voiture légère de ville, VLV. Youpi. ouais. 4 batteries 12 volts. Mettez Tu vois des piles. Et bien 40 km/h et 80 km d'autonomie. Bon, après, c'est voiture de ville, c'est annoncé dans le C'est voiture de moment. ville. Mais t'imagines, à l'époque, Ouais, 1941. la VLV. Voilà. Bon, après, on saute un petit peu dans le temps, 1947. Ouais, là, Et on arrive plutôt du côté du Japon. Et oui. Puisque après, en 1947, il y avait un petit peu de pénurie, là-bas notamment. ouais. Et donc, ils ont un petit peu travaillé sur les véhicules électriques. Donc, c'est Tama Electric qui a fait ça. On voit le pack batterie en dessous. Hein. Voilà. Nissan et Tokyo Electric Car Company qui ont développé ça, avec des batteries évidemment encore au plomb à l'acide, qui sont remplaçables cette fois. Et 35 Mais elles sont km/h. remplaçables, on les voit. Hein. Ouais, ouais, elles sont devant, tu vois. C'est ça. Non, en Elles sont dessous. dessous, ouais. 35 km/h et 65 km d'autonomie. T'imagines 35 km/h pour ce véhicule, c'est... Et alors, t'as tout On à dirait fait qu'il est raison. gros, mais en fait, il est pas si gros. Hein. Non, bah après, tu sais, c'est les formats pot de yaourt japonais. C'est ça. Donc c'est un peu. Honnêtement, tu le prends comme ça, sans une idée de l'échelle, avec le tabouret à droite, tu vois. Ouais. Tu te dis, tiens, c'est un gros camion, quoi. En fait, pas du tout. Bah, tu vois le bonhomme derrière. Ouais, Voilà. pas du tout. Et t'as tout à fait raison, du coup, les batteries en dessous, c'était les premiers concepts de batteries interchangeables. Ouais. Puisque par rapport au temps de recharge, ils avaient imaginé déjà la possibilité de switcher carrément les packs de batteries par en dessous. Voilà, comme ça, on les charge pendant ce temps, et hop. Et voilà. Bon, on avance un petit peu dans le temps, avec l'époque où on taillait les véhicules à la serpe. Ah, C'est la City Car. on l'avait pas vu dans Total Recall ou dans un truc comme Alors, ça. c'est exactement ça, c'est-à-dire que Dans Blade Runner. c'est inspiré de cette époque-là. Ouais. C'est un concept qui est sorti, alors c'est pareil, à monoplace, et c'est sorti du coup en 1974, et donc c'est en plein choc pétrolier. Donc, Monoplace, on dirait qu'il y en a deux. et donc, ah oui, pardon, 2 places, celui-là, Ouais. j'ai Twizy confondu. style. Mais pareil, tout dit style. Donc l'idée, pareil, développer des modes de transport alternatifs pour pallier à la pénurie de pétrole, et plus petite, plus compacte, Bah, etc. franchement, ce véhicule est derrière toi, tu recules, tu passes par-dessus, quoi. C'est un cale roue pour C'est camion. ça, c'est ça. C'est un peu ça. Pour tracteur. Hop, T'as un camion qui te fonce dessus, il saute quoi, Saute. il fait un vol plané, exactement. c'est une Lamborghini coupée en deux, ouais. Voilà, donc véhicule d'une société en Floride, mais dont le nom est complètement sorti de l'histoire maintenant. Pareil, toujours des batteries au plomb à l'acide, hein, voilà, et 60 km d'autonomie et jusqu'à 50 km/h. Voilà. Ouais, là, l'aérodynamisme... Ouais. Par ouais. contre, pas en marche arrière. Bon, on avance sur le grand public, Ça fait en plastique, un peu. c'est ça. Non, je n'ai pas pris les photos, mais il faut savoir qu'en 1995, en France, Oui, il y a eu bah, les 106 Il et y a encore des les 106 qui Saxo. roulent. Et oui, 106 et Saxo électriques de série, donc les vrais premiers grands véhicules de série des grands constructeurs, notamment en France sur ces modèles-là qui sont commercialisés. Mhm. Et oui, il y en a eu pas mal, 10 000 exemplaires en fait. Jusqu'en 2002, ils les ont produits, elles ils les ont continuent. vendus. Ouais. Ça continue à être vendu. C'est-à-dire C'est que c'est des véhicules d'occasion qui... Déjà, les pièces sont pas chères. C'est ça. Et du coup, voilà, ça continue. Après, c'était limité en termes d'autonomie. Hein, on dépassait pas les 80 km, je crois. Pareil, en termes de performance, elles sont hyper lourdes. D'ailleurs, tu le vois quand elles roulent. T'as l'impression qu'elles sont surbaissées, tu sais, les voitures. Ouais. Surtout à l'arrière. En C'est fait, ça. elles ont tendance à être comme Ouais. ça. Parce que évidemment, c'était des voitures pas conçues pour Et les non. batteries à la base. Donc du coup, c'était rajouté, greffé dedans. C'est du rétrofit avant l'heure. C'est un peu ça. Voilà. On avance encore un petit peu. 97, les premières Prius, les premiers hybrides. Donc on Ouais. parle rapidement d'hybrides, mais c'est pour vous caler un petit peu dans le temps, en fait, l'historique de tout ça. Donc première voiture hybride de série. Ouais. Chez Et Toyota. après, chez Toyota, évidemment. Et 2008, on va trouver les premières. Hop. Hop là, Blue Car. Et oui, Ah. chez notre ami Bolloré. Elles sont belles ou pas? Elles sont moches, mais c'est les premières Et- véhicules comme ça, en autopartage en ville notamment. Et elles s'achètent aussi sans autopartage. Hein. Oui, tu peux les acheter aussi sans autopartage, Ouais. mais t'as pas envie de les acheter. Vraiment. Ben, j'en ai vu une rouge. Ça donne vraiment pas envie, mais quelqu'un a dit je vais l'acheter. Voilà, avec des technos de batterie un peu plus récentes, du lithium polymère pour ce modèle-là. Oui. Voilà, exactement, ce que nous dit Guillaume FR dans la chatroom en temps réel. Oui, tout à fait, c'était assez innovant pour l'époque, hein, 2006 quand Ah même. oui. Donc la techno n'était pas encore ultra développée, donc ils étaient arrivés avec ça sur le marché. Voilà, et après, évidemment, on arrive à l'ère moderne,
Là, on parle à peu près, et donc les premières, le premier roadster Tesla et tout ce qui a suivi derrière. Alors, il a une particularité, celui-ci, c'est qu'il n'a pas du tout été conçu au départ comme un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on est parti en se disant, on va faire une voiture comme on faisait avant. Ouais. Simplement, on va y mettre des batteries et un moteur électrique, contrairement aux Tesla qui, elles, ont été conçues de façon complètement différente. Les dernières, puisqu'en fait, elles sont conçues autour de la batterie dans le châssis et de l'informatique, en fait. On a changé complètement le process de fabrication de ces véhicules électriques-là chez Tesla pour utiliser le moins de câbles possible et ce genre de choses, en fait. On n'avait pas les contraintes. En fait, on s'est pas mis les contraintes des véhicules thermiques dans un véhicule électrique quand ils ont commencé à concevoir les modèles 3 et tout ça, à vouloir éliminer les tableaux de bord, les machins, alléger, changer des trucs, enfin, bref. Changer la façon de concevoir. Exactement. Même les Komodo sont plus pareils, enfin, c'est un logiciel et un ordinateur. Alors que sur le premier roadster Tesla, si vous montez dedans, vous avez encore des Komodo comme dans n'importe quelle voiture d'aujourd'hui. C'est fini ça en fait. Maintenant. Tout à fait. C'est l'avènement des voitures conçues pour l'électrique. C'est ça. Bon, du coup, quand on voit tout cet historique, on se dit c'est bien dommage quand même, ça a commencé très tôt, ça marchait très bien, ça s'est bien vendu. Pourquoi ça n'a pas suivi? Alors en fait, si tu regardes l'historique du nombre de constructeurs en activité sur les voitures électriques, alors c'est à peu près équivalent pour le nombre de ventes, tu vois. Et bien, en fait, tu es lié au nombre de constructeurs actifs en général. Donc en fait, il y a eu le marché qui s'est resserré, globalement. Ouais. Et il s'est resserré à quel moment? Il s'est resserré avec l'arrivée en 1908 de la Ford Model T. Et oui, tout part de là. La Ford Model T, donc, qui était la première voiture vraiment grand public commercialisée à un prix abordable, produite, fabriquée à la chaîne. Du coup, évidemment, le prix était en adéquation avec le marché, etc. Et bien, ça a cartonné, ça a inondé le marché. Et évidemment, à ce moment-là, en fait, il y avait déjà des véhicules électriques, mais eux, ils avaient un coût moins et une autonomie bien supérieure, un rendement du coup énergétique bien supérieur. Et du coup, ça a cartonné. Pourtant, à la même période, en 1910, il y avait Edison qui avait sorti des premières technos de batterie un peu plus innovantes que les batteries plomb qu'on connaissait jusqu'à présent, qui étaient avec du fer et du nickel. Voilà. En fait, c'est comme si aujourd'hui, un constructeur sortait un véhicule électrique à 9 000 € avec 500 km d'autonomie. Plus personne n'achèterait tout d'un coup des véhicules thermiques. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Peut-être pas plus personne, mais en tout cas, une grosse partie n'achèterait plus ça. En disant, ça vaut plus le coup. C'est moins cher de recharger, c'est... passons sur l'écologie, mais surtout, c'est 9 000 €, quoi. C'est comme si on avait inventé un nouveau process. Bon, maintenant, c'est plus possible. Mais à l'époque, la façon de faire baisser les coûts, c'était de fabriquer à la chaîne. Ce qui n'était pas le cas avant. Tout était fait main. Je sais pas si tu avais déjà vu les chaînes d'assemblage, mais en gros, c'était on montait les voitures. Chaplin, hein. En fait, on montait les voitures. Moderne. On montait les voitures et c'était les gens qui se déplaçaient sur la voiture d'à côté une fois que le précédent avait fait son taf et ainsi de suite. Et on se déplaçait. Et une fois qu'elles étaient finies, on les sortait, on recommençait à construire et c'était les gens qui se déplaçaient. Ensuite, c'est les voitures qui sont mises à se déplacer et c'était plus pareil, quoi. Donc voilà. Donc moins d'options, moins de personnalisation, moins de trucs. Donc c'est ça, production à la chaîne, meilleur rendement pour les moteurs. L'autonomie, à l'époque encore, c'était à peu près équivalent. Ça a vite explosé. Comme après le moteur. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché ayant été envahi par ces modèles thermiques, en fait, tous les constructeurs ont été drivés par ce marché-là et donc du coup, on transférer leurs investissements et leurs recherches sur ces technos-là. Et du coup, se sont déportés de la partie électrique. Voilà un petit peu l'histoire. Alors tiens, j'avais oublié de vous montrer ça. À l'époque où il y avait des voitures électriques en fait en circulation, il y avait déjà des bornes de recharge. Mais oui. Exactement, la colonne de recharge pour automobile électrique. C'est beau. 1899 quand même. C'est fou. Hein. C'était magnifique, hein. Tu pouvais brancher ta voiture dessus, la plugger et la recharger. Hein, comme quoi, déjà à l'époque, t'imagines? C'est balèze. Donc voilà. Petit historique des véhicules, sachant que les véhicules, c'était majoritairement des voitures ou des carrioles, on peut le voir. Aujourd'hui, on est dans une autre problématique qui est se déplacer en polluant le moins possible. Les villes ont changé par rapport à ce que c'était à l'époque. Les villages ont changé aussi. Les distances sont aussi réduites sur plein de choses. On a des transports en commun, on a tout un tas de trucs. Et du coup, on a d'autres problématiques au quotidien. Même si on a toujours les problématiques de distance, on a d'autres problématiques. Et il y a d'autres moyens de transport qui se sont développés pour répondre à ces problématiques-là. Et une des problématiques qu'on a, c'est le fameux dernier kilomètre. C'est ça. Alors je prends le tram, je descends mon arrêt de tram, comment je fais le dernier kilomètre? Où je vais jusqu'à premier arrêt de tram, etc. Et donc ce qu'on a vu apparaître il n'y a pas très longtemps, c'est tout ce qui est trottinette électrique et transport associé là-dessus.
Ouais, non. Non, je déployais le sujet. D'accord, pardon. Et une des premières qu'on a vu apparaître et qui est encore ultra méga présente et toujours de plus en plus, j'en vois partout, c'est la Xiaomi M365 et sa grande sœur, la M365 Pro. Et d'ailleurs, il y a eu un rappel sur la colonne qui risquait de lâcher et du coup, vous risquez de finir à l'hôpital. Donc là, pareil, donc c'est Xiaomi, un constructeur chinois qui a un partenariat avec Ninebot, qui s'occupe de la partie Segway aussi, je crois. C'est ça. Et donc il y avait déjà le savoir-faire sur cette partie mobilité électrique qui a vraiment développé cette trottinette à bas coût, déjà dès le départ, autour des 400 € même au niveau du lancement. Ouais. Et donc ils ont inondé le marché avec ça, sachant qu'ils n'étaient pas les premiers, encore une fois, mais ils sont les premiers à être arrivés avec un modèle pas cher. Rapport qualité-prix imbattable. Et plutôt sympa. Et qui fait le taf, quoi. C'est-à-dire que tu fais tes 15 bornes avec une charge, 10-15 bornes. Facilement, ça se fait bien. Moi, j'en vois partout. Mais c'était pas les premiers. Non. J'ai ressorti les dossiers de l'histoire, quand même. Bougez pas. Parce qu'en 1916, il y avait déjà ça. Regardez-moi ça. L'US Postal Office, en 1916, qui avait déjà équipé, en fait, une partie du coup de leur postier avec des autopèdes. Mais c'est exactement ça, c'est la trottinette électrique. Ah mais bien sûr. En mode avec le moteur sur la roue, tu vois, comme les Solex. Bon bref, revenons un petit peu à notre époque. Donc on part des M365, les trottinettes Xiaomi, on en voit partout en ville. Évidemment, ça a pris aussi avec tout ce qui était les trottinettes à la demande, là, que tu pouvais jeter au milieu de la route. Peut-être pas. Ah si, il y en a plein qui le faisaient pareil. Les trottinettes en libre service, et il y a depuis plein de modèles qui sont développés, notamment des modèles ultra méga vénères, comme ces trucs-là. D'ailleurs là il y a celui-ci a été homologué avec la selle, mais normalement vous n'avez pas le droit de rajouter une selle sur votre trottinette si elle n'est pas prévue d'origine. Et non. Et vous risquez une grosse amende. Si c'est moche ça. Bon. Et double frein à disque. Hein. Non mais parce que là c'est 90 km/h ou 80 km/h. C'est ça, t'es obligé. C'est avec ça que le mec s'était filmé sur le périph. C'était un modèle équivalent, pas plus que ça. Le mec qui est mort depuis d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Il s'est tué en trottinette? Bah oui. Oh mais c'est étonnant. On aurait dû la mettre la vidéo, tiens, mais en hommage commémoratif. Donc voilà. Donc les trottinettes, alors là pour le coup on va pouvoir en parler parce qu'on en possède chacun une d'un modèle différent. Oui. Et on va pouvoir parler un petit peu des usages qu'on en a. Oui. Alors dis-moi toi. Ah ben moi c'est pas compliqué, elle est posée dans mon bureau. Et tu t'en sers plus? Eh ben en fait si, je m'en sers de temps en temps mais pour faire des trajets ultra courts. J'avoue que là depuis que j'ai changé de boulot je pourrais l'utiliser. Mais j'ai moins d'1 kilomètre à faire. Donc voilà, et j'attends maintenant les beaux jours pour pouvoir la ressortir et venir avec au studio parce que là il fait vraiment moche. Ouais, t'es pas loin, c'est vrai. Il fait vraiment moche et j'ai quand même 5-6 bornes à faire quoi en fait. Donc c'est quand il pleut, 5-6 km sous la pluie en trottinette, c'est un peu chaud, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Hormis le fait que tu vois rien en plus parce qu'à 25 km/h t'as tout dans la gueule, parce que j'ai un casque mais j'ai pas une visière quoi. Donc je vais pas mettre mon casque intégral sur ma trottinette, j'aurais l'air un peu con. Ah, il y en a qui sont pas mal équipés. Hein. Oui, il y a pas mal d'équipements, je pense c'est un vrai marché. Non, il y a un vrai marché. Attends, j'en vois tellement en ville. Là où je bosse, il y en a 2 qui viennent avec. Tu vois, avec une pro et une de base. Une normale. Ben, moi je me tâte, je pense que je vais la ressortir là pour aller au taf. Mais tu vois, je pars de chez moi au tram, j'ai 500 mètres, 600 mètres. Quand j'arrive, l'arrêt est à peu près à 100 mètres du boulot. Donc t'as pas je me dis, j'ai quand même l'air d'une putain de feignasse si pour faire 100 mètres je sors une trottinette quoi. Et puis surtout qu'avec les heures de pointe, c'est, faut le trimballer dans. Ah ben moi la mienne elle se plie facilement, elle est en mode trolley. Ouais mais même t'as un peu de monde non dans le. Oh oui mais je la mets droite et je la colle à moi et c'est bon quoi. Alors évidemment s'il a plu, t'as l'air dégueulasse après mais. C'est vrai. Mais bon, bon. Moi j'ai pas de chambre à air donc c'est réglé. Ouais. Non c'est une vraie problématique effectivement quand on crève dessus. J'ai des suspensions par contre à l'avant et à l'arrière. Et celles de l'avant maintenant claquent. Je pense que ça mériterait un petit coup de gaz ou de je sais pas quoi, mais elle claque un peu quand je prends un trottoir ou que. Alors évidemment, je monte pas des trottoirs comme ça, mais tu sais, il suffit qu'il y ait un truc un peu. Et du coup, elle claque. Donc voilà. Et j'ai un autre souci, mais c'est lié à la puissance du phare. Quand j'allume le phare la nuit,
je perds toute la puissance de la trottinette. Voilà. Et c'est un souci, il faut juste rajouter une résistance sur Sur la lumière la lumière pour la diminuer un tout petit peu et éviter de... Je dépasse plus les 15 km/h, mais j'ai plus de patates, j'appuie et des fois même, tu vois, je fais... Et je suis à 10 km/h, 15 km/h. C'est... Voilà. Et c'est un problème connu sur les ES4, celle que j'ai moi, la Segway. Et voilà. Donc, ouais, donc ça a rien à voir avec mon la réactif. suspension qui claque, le moteur qui a plus de couple. Non. peut se poser Non, des la questions. suspension qui claque, je l'ai eu assez rapidement, en fait, après l'avoir eu. Et c'est surtout par temps froid. Donc voilà. En plus, ça Du coup, t'as perturbe les compris que bateaux. c'est- effectivement. c'est par temps froid, t'as tout de suite compris que c'est parce que Oui. t'es limite en termes de gaz dedans, quoi. Et voilà, elle fait un petit peu de bruit aussi. Je la trouve pas très, tu sais, je sais pas, des bruits un peu plastiques qui craquent. Ah ouais? Ouais, c'est un truc un peu dommage, quoi. Mais le truc, c'est que avec la double batterie, je monte jusqu'à 25 km, jusqu'à 30. Là, je la bride à 25 parce que c'est interdit de rouler à 30. Exactement, c'est ce que j'allais Donc, dire. je la bride à 25. Et par contre, je fais facilement 25 km d'autonomie, quoi. Donc, parce que j'ai la double batterie. Elle est donnée pour faire un peu plus, mais dans les faits, je crois qu'il t'indique 35. Dans les faits, tu fais 25 à l'aise. Alors ça, Voilà. l'autonomie, hein. Ouais, L'autonomie annoncée. c'est on va pas. hyper variable. Mais, Deux pentes, le vent dans le dos et... ouais, mais tu vois, si j'avais un peu plus de distance à faire pour aller au boulot, je pense que je la prendrais tous les jours. Il y a un mec d'ailleurs avec qui je monte tous les jours dans le tram, il a tous les jours ça, il a une Xiaomi, hein. Il a toujours avec, quoi. Donc non, quand tu aimes la lumière, tu perds pas. Non, tu perds en puissance, c'est très étrange. Et c'est un bug connu. Et d'ailleurs, le revendeur m'avait dit, si vous voulez, vous me le renvoyez, on vous mettra la résistance. Sinon, on vous envoie la résistance et si vous avez un fer à souder, vous le faites vous-même, hein. Ah ben voilà, Ok. dans une prochaine émission en live, c'est Donc j'ai un fer à souder et j'ai reçu la résistance, mais je l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse. Et t'as tout un guide pour démonter ta trottinette. Du coup, c'est voilà, c'est un peu la bidouille. Do it yourself, parfait, Do it yourself, mais voilà. très bien. Mais c'est bon voilà. En termes d'usage, par contre, c'est top en ville. Les trottinettes en libre service, honnêtement. Alors je sais, c'est très chiant pour les piétons, les mecs qui les foutent n'importe où, tout ça. Mais c'est pareil, maintenant Maintenant, ils ont créé réglementé. des zones. Ouais. D'ailleurs, quand tu les déposes, ils te recréditent un peu sur l'app, donc ça te coûte moins cher que de la laisser n'importe où dans la rue. Ça, T'as c'est essayé plutôt pas les mal. trottinettes comme ça, hein? Ouais, j'ai essayé les Wind. Ok. Je sais pas si tu les as vues, elles sont dégueulasses, jaunes et. Ouais, c'est celle-là. Mais il y a tellement hyper de marques costaud. qui pop. Ouais, je Par vois. contre, elles sont hyper costauds, hein. Franchement, quand tu montes là-dessus, tu as l'impression d'être monté dans. C'est le Hummer de la trottinette, tu vois. Mais oui, en Donc, plus jaune, c'est parfait, c'est ça. ouais, c'est vraiment ça, quoi. Mais ça coûte combien? Ça coûte combien, quoi? Une trottinette? À l'achat, Alors, moi, la mienne, je crois qu'à l'achat à l'époque, lors de la sortie, elle devait coûter dans les 700 euros. Moi, j'ai eu du bol parce que je l'ai acheté juste un peu avant Noël quand elles étaient en solde. Et je crois que je l'ai payé 450, mais avec la double batterie. Donc, moi, c'était surtout ça que je voulais. Donc, j'ai payé 450 avec la double batterie. La loc, ça dépend des compagnies, en fait. Parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes, elles ont pas tous les mêmes systèmes de tarification. j'ai jamais essayé, je t'avoue, tu vois. Non, mais en gros, tu fais un trajet d'une dizaine de kilomètres. 10, c'est beaucoup. Allez, de 5 kilomètres. T'en as pour, allez, 2-3 euros, quoi. Pas plus. Ok, Donc, c'est pas- intéressant. Alors on nous Enfin, demande ici, également hein. si Google Maps gère le transport, enfin le mode de transport trottinette. Alors non, il ne le Non, gère pas. vélo. Tu prends vélo, c'est assez proche, et après tu as d'autres applis. C'est-à-dire que si tu es en ville, tu prends Citymapper, qui est Oui. une très bonne appli pour les transports en commun. Et en fait, ils se sont ouverts à ce marché-là, et donc ils te proposent effectivement de gérer le dernier kilomètre en te C'est ça. proposant de continuer à pied ou en trottinette électrique avec les compagnies qui vont avec, ou enchaîner avec Uber et tout ça, et c'est hyper bien. Et l'appli est bien faite, et ils prennent en compte tout ça, y compris le prix au kilomètre de chacun des fournisseurs de trottinettes en fonction de la ville. Alors, c'est l'appli pour la ville, et ils sont pas dispo dans toutes les villes, mais déjà Non. ça donne une idée. Voilà. Bon, alors moi, puisque tu me poses la question, Mais oui. merci d'ailleurs. Donc Xiaomi M365, une des premières en fait, puisque moi je l'avais même importée Oui. avant qu'elle soit dispo en France, donc elle est absolument Avant pas le virus. réglementaire. Pardon. Hein? Ouais? Non. Je l'utilise toujours pour l'usage que j'en avais prise au début. Donc c'est-à-dire aller faire les petites courses du quotidien dans Oui, le c'est ça. quartier. Moi, quand je vais acheter une baguette de pain, Dans le quartier, aller-retour la en poste, 2 la secondes. boulangerie, tout ça, et Ouais. même jusque pour aller en ville en fait. Donc moi je suis Allez, toi, t'es plus proche. je suis à l'extérieur de Bordeaux, mais à la limite en fait, donc je traverse juste les boulevards et j'arrive en ville, et là c'est juste parfait. C'est-à-dire Ouais. que pour aller
en ville, pas trop loin non plus, tu peux circuler assez facilement. Et là, tu peux rayonner dans tous les sens, donc c'est hyper pratique. Et moi, pour le coup, j'ai pas de transport en commun facilement accessible. C'est-à-dire que Oui, toi, c'est l'inverse. faut que j'aille rejoindre une station de tram pour pouvoir rejoindre après Bordeaux, c'est pas pratique. Je pourrais prendre le bus, à la rigueur, mais c'est pénible en fait, parce que tu gagnes pas plus de temps que ça dans la circulation. Et la trottinette, c'est assez sympathique. Et toi, pour aller en ville, tu vas pas, de toute façon, tu vas pas avec là au boulot. bah, j'aimerais bien réessayer. Par contre, j'ai pas mal de kilomètres quand même à faire. Oui. J'ai 8 kilomètres en trottinette, enfin j'ai 8 kilomètres en tout, peut-être un petit peu plus. Et j'avais déjà essayé de Chope faire. un tram au passage. Ouais, mais ça va être pénible. Non, avec tout le monde qu'il y a dedans, enfin, et c'est pas du tout mon trajet. En fait, il faudrait que je change 2 fois de tram pour rejoindre le truc. Enfin, Ah oui. c'est pas adapté. J'avais déjà essayé de faire là où je bossais avant le trajet. J'avais un peu plus de 10 bornes, j'avais 12 bornes à peu près, et c'était extrêmement long et pénible. Ah oui, le truc c'est que tu 12 peux bornes, pas faire. tu pouvais le faire. Franchement, tu pouvais Il le y a faire. des moments, franchement, quand Mais il c'est fait long. beau, c'est même agréable, je trouve. Ouais. Parce que t'as une vraie sensation de glisse et tout ça, sans bruit, sans rien. C'est vraiment cool. Mais t'as la liberté, t'es Ouais. alerte et tout ça, Ouais, et t'apprécies le c'est dos. vraiment cool. Alors, quand tu peux choper une piste cyclable, même si je suis pas certain qu'aujourd'hui on ait le droit, parce qu'il y a certains passages sur la route. Si, tu peux. Compliqué. Sur les pistes qui sont, enfin les voies Oui, cyclables. cyclables, les voies ouais. cyclables, les voies de Voilà. bus. Ouais. Mais là, tu vois, par exemple, moi, si je viens au studio en voie cyclable, ça s'arrête au Leclerc, à Talence. Ouais. Et après, bon c'est la courage. route. Et le problème, c'est que là, c'est en travaux. Et du coup, c'est complètement le bordel, quoi. Ah ouais, et puis là. Il y a des trous dans la route. Suffisamment pour que la route tombe dedans et que je fasse un soleil. Donc, compliqué, quoi. Alors, très bonne question qu'on nous pose, c'est comment gérer le stationnement avec ce genre de trottinette? Eh ben, ça dépend où tu vas, en fait. Il y a des endroits où tu peux l'embarquer avec toi. Voilà. Alors après, ça dépend, vraiment. Et après, d'autres endroits où, moi, je la stationne au truc à vélo avec un U. D'accord. Un U bien vénère qui fait le job. En fait, je l'accroche là, dans la barre en diagonale, là, entre la roue et les repose-pieds. Tu prends le U là, et tu l'accroches à un truc à vélo, et il n'y a aucun problème. D'accord. Moi, en fait, elle se met en mode trolley. Alors, c'est un peu différent, mais elle se ferme complètement et je peux la traîner derrière moi comme une valise. Donc, c'est un peu lourd, mais ça se fait. Et du coup, quand j'arrive devant une boulangerie, par exemple, je la laisse pas dans la rue, je l'attache pas à rien, je la plie, je rentre avec et je la mets dans un coin et je la pose. Et on me dit rien, le temps d'acheter mon truc et puis je repars. Sinon, les autres cas au boulot, ben, je peux la laisser dans mon bureau, donc voilà, je m'en fous. Et dans le tram, c'est pareil, elle est avec moi pliée en mode trolley, donc je la tire, c'est pas trop dérangeant. Ça suscite pas mal de questions encore, malgré qu'il y en ait beaucoup en libre service. Quand je vais à la boulangerie, on me demande c'est bien, c'est pratique, c'est machin. Ah bah en fait, il y en a toujours de plus en plus en fait. C'est vraiment une lame de fond, c'est-à-dire que j'en vois toujours de plus en plus en fait. Il y en a plein. Alors là, je vais plus souvent en ville maintenant. Et ah ouais, moi j'en vois, mais il y en a partout. Les étudiants, incroyable. Les étudiants à Epitech, ils ont tous des Xiaomi. C'est incroyable. Je pense qu'il va falloir d'ailleurs même créer un emplacement parce qu'ils les branchent tous, tu sais, dans les salles de cours. Ah ouais. Les prises de courant en charge, quoi. Et il y en a 7 ou 8, c'est dans le couloir, quoi. Bah ouais, non, mais franchement, c'est intéressant. En ville, c'est vraiment hyper intéressant. Non, c'est bien. Tu vois, par exemple, pour les étudiants, faire les derniers kilomètres, les derniers machins, même faire tes petites courses en ville et tout, c'est moins cher que d'avoir une bagnole. Je sais pas si le vélo est plus pratique ou moins pratique. C'est plus pratique qu'un vélo. Parce qu'un vélo, t'es vraiment obligé. Déjà, faut pas se le faire piquer. Et puis, le problème du vélo, c'est que il stationne toujours dehors, quoi, en fait. Ou tu peux éventuellement rentrer dans ton appart, mais c'est compliqué, surtout si t'as des escaliers ou des machins. Enfin, tu vois. La trottinette, elle se porte quand même. Même si elle fait 14 kilos, la mienne, elle se porte. Honnêtement, ça se porte. Donc voilà, quoi. Le truc chiant de la mienne, c'est que le mettre dans le coffre de la voiture, c'est pas pratique. Alors moi justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que je m'en suis servi dans ce contexte-là, c'est-à-dire que là, je pars bosser en bagnole du coup, et je l'embarque dans le coffre et après je peux aller me promener en ville avec. Du coup, on est vraiment dans la logique du dernier kilomètre. Mais ça rentre, par contre, moi ça rentre dans le coffre. Moi ça rentre, mais un peu juste parce qu'elle est un peu plus grande que la tienne, parce que toi t'as le prétentieux. Non, parce que toi t'as le guidon qui se plie, tu vois, et donc du coup elle est pas plus grande, alors que moi en fait il y a la roue aussi qui se plie, et du coup elle est un peu plus longue. Voilà. Bref, donc voilà pour la partie trottinette. Mais c'est pas le seul de roues. Oui, on parle du vélo, on en a parlé, on continue d'en parler. Le vélo à assistance électrique, c'est pareil. C'est un des trucs, je crois que ça a pas mal pris aussi. Alors il y en a. Ah, mais ça prend énormément. Il y en a pas mal. Tous les livreurs Uber déjà. Exactement. Les livres, tout ça, ils ont tout ça. Alors il y a plein d'intérêts là-dessus. C'est pas donné. C'est que déjà, tu as toute une gamme qui s'est développée par rapport à ces vélos électriques. C'est-à-dire que tu vas retrouver les vélos classiques que tu as, les vélos de ville, des vélos un peu plus sportifs.
des vélos d'appoint ou des vélos pliables également que tu peux embarquer dans le transport. Ils ont tous pris le tournant de J'en ai l'électrique. vu un vélo pliable comme celui de droite. Ouais, moi aussi j'en ai vu un déjà. C'est assez ouf parce que je pensais pas que ça allait être pliable À ce point. à ce point-là. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs intérêts là-dessus, c'est que déjà tu continues à faire du sport en fait. T'es pas totalement C'est assisté, ça. donc tu continues à pédaler, c'est juste une assistance. Donc ça va surtout t'aider pour les démarrages et pour les montées. Et il y a des trucs sympas aussi, c'est que tu peux t'en servir pour des pratiques sportives, notamment tu as des VTT électriques qui sont bien costauds. Des trucs bien violents. Voilà, et alors, il y a d'autres trucs aussi que tu vois en même temps, c'est-à-dire que tu vas avoir la croisée des deux mondes entre les bobos qui ont envie Merci pour le don, Frétouille. de transporter leurs enfants et de rouler électrique, et qui vont développer des vélos cargo comme ça. Alors ça c'est Ouais. pareil, en ce moment, il y en a Avec les enfants dedans, avec il y en a plein. tellement partout. Donc des vélos cargo en général, et en électrique aussi, je commence à en avoir pas mal. Ouais, il y a un fabricant à Bordeaux, donc c'est pour ça qu'ici on en voit beaucoup. Ouais. Un mec qui fait ça localement, c'est hyper cher. C'est clair. C'est hors de prix. C'est ça, entre C'est 3 la- et 4 000 euros, Ouais, c'est ça. le machin. À ce prix-là, vous avez une voiture d'occasion. Donc voilà, alors, les vélos électriques comme ceux-là, en fait les gammes qu'on avait avant, les prix vont osciller entre 1500 et 2000 euros, ça Ouais. peut même aller au-delà si tu veux dans du très haut de gamme, donc ça reste quand même plus cher que la partie trottinette, notamment parce que tu as la partie cycle vélo et le moteur qui est embarqué soit dans une roue, soit dans le pédalier, c'est un peu plus compliqué, mais ça explique ces prix-là. Voilà. Alors après, il n'y a pas que des avantages là-dessus, c'est que ce genre de vélo, c'est beaucoup plus lourd à manœuvrer qu'un vélo classique. Bah oui. Et donc, notamment quand la batterie est déchargée, alors tu peux continuer à pédaler pour le faire avancer, Monter, t'es content, quoi. mais c'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire que là, tu vas vraiment galérer pour avancer si t'as plus de batterie dedans, enfin plus de jus dans la batterie. 24 kilos le vélo en général. Après, souvent, il se charge pendant que tu roules. Enfin, peut-être pas tous les modèles, mais il y en a pas mal. Il y a pas mal qui ont de la récupération d'énergie et tout ça, donc voilà. De plus en plus, c'est vrai. Au début, les premières générations l'avaient peu, et maintenant, il y en a pas mal, effectivement. Un autre problème, c'est que sur ce genre de vélo, ils sont hyper prends au vol. Donc il y a beaucoup de gens qui vont plutôt aller chercher ce genre de vélo pour aller les voler. Donc tu peux pas les garer comme tu ferais avec un vélo classique. Ça coûte un peu cher. Vu que ça coûte cher, ça se vole très bien. Voilà. C'est toujours pareil. C'est comme les iPhones au début. Tout le monde voulait les voler. Bon, maintenant qu'ils sont désactivables à distance, plus personne les vole, mais... Alors on va montrer les deux extrêmes un petit peu de la gamme, du coup. On en avait parlé, le fameux Angel, le vélo de la mort qui coûte je sais plus combien, mais dans le les 3000. Smart Bike. Voilà, un truc... Avec écran tactile et tout, machin, sur le cockpit. Voilà. Donc ça c'est l'équivalent, on pourrait dire, du haut de gamme actuel qui arrive là-dessus. Ouais, la batterie est enlevable d'ailleurs à l'arrière. À l'arrière, ouais. Les ailes de... Après, il est pas vilain, hein. Honnêtement, quand tu regardes, moi je le trouve plutôt joli. Hein. Et après, tu vas avoir une entrée de gamme, notamment chez Xiaomi, Ouais. qui est celui-ci, le Xiaomi Ki-Cycle Moi, F1. Ouais, moi j'ai un problème avec les vélos à mini-roues, quoi. J'aimerais bien le même en grande roue. Il y en a un d'ailleurs, il y a un fabricant hollandais, je crois, qui fait ça. Mais pareil, c'est des vélos à 4000 ou 5000 balles. Hein. Celui-là, pas du tout. Non, je sais, mais celui-ci, il a des petits trous. Moi, je parle des... C'est ça qui m'ennuie. Celui-là, pour le coup, t'es plutôt sur l'entrée de gamme en termes de prix, donc t'es dans les 1000 euros, 1100 euros, je crois. Et celui-là, je l'ai essayé. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Non, c'est agréable. Donc c'est beaucoup plus agréable qu'une trottinette du fait de la taille des roues. C'est suffisant pour rouler. En fait, t'as les inconvénients du vélo. T'as les inconvénients du vélo. Oui, mais il est relativement petit quand même. Donc tu peux arriver à le trimballer, mais il se plie pas. Celui-là ne se plie pas. Donc tu peux. Alors je crois que t'as la selle descend un peu, et le guidon se replie, mais ça fait pas. Ouais, non, c'est pas. Voilà, tu gagnes pas. C'est pas du pliable. Par contre, il y a une patate de fou. Hein. Vraiment, il y a moins d'autonomie. Je me rappelle plus combien d'autonomie, mais c'était voilà. Bien, on en vient au plus gros du sujet. C'est ça. Les voitures électriques. Yeah. Donc là, on va faire un état des lieux de là où on en est aujourd'hui, en fait. Hein. On va faire un état des lieux, ouais, carrément. Donc, tu veux commencer par quoi? Les graphes? Allez, allons-y. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Ouais, donc ça, c'est l'évolution annuelle du nombre de ventes de véhicules électriques. Donc, c'est la suite en fait du début de la partie historique. On voit que depuis 2012, même 2011, ça a commencé à redécoller et on voit la répartition par pays. La Chine, monstrueuse en termes de répartition 2018. Ouais. Il y a énormément de constructeurs chinois qui font de l'électrique. Des véhicules pas chers souvent. Ouais. Et le marché est tellement même spécifique que certains constructeurs comme Tesla font des modèles dédiés. Par exemple, il existe une modèle 3C pour la Chine qui est un peu plus longue parce que là-bas ils préfèrent les voitures longues sur les berlines en tout cas. Et évidemment c'est eux qui produisent aussi les batteries
Donc la majorité des batteries, donc évidemment, ils poussent ce mode de consommation. Ils ont aussi un gros problème de pollution de l'air Exactement. avec les véhicules thermiques. Alors, le problème aussi, c'est que la Chine produit son électricité avec du charbon, donc du coup, ça déplace le problème. Mais voilà. Donc ouais, ils poussent à fond ce marché-là, les Chinois. Et d'ailleurs, ils sont même aussi en train de pousser la pile à combustible. Ça reste du véhicule électrique, hein. Complètement. Ils sont en train de pousser la pile à combustible, comme le Japon, je crois aussi d'ailleurs, avec Toyota, qui bosse à fond là-dessus. Mais les Chinois d'ailleurs risquent de faire essentiellement d'ailleurs de la pile à combustible, alors que nous on part plutôt sur du lithium-ion. Alors, on va en parler un petit peu après Ouais. des technos de batterie et des évolutions. D'ailleurs, le truc que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, petit tour de la gamme, on viendra Ouais. après là-dessus. Ouais, alors celle-ci c'est la plus récente qui vient d'être annoncée. Mais qu'est-ce donc? Ou alors elle est annoncée demain officiellement, je sais plus. C'est la Twingo, vous la connaissez, cette fameuse Twingo avec son moteur arrière. Exactement. Eh bien en fait c'est la version électrique. Voilà. C'est la version électrique. Alors elle a une particularité, c'est qu'elle reprend le design et le look de sa grande sœur thermique. Voilà, l'intérieur, ça reste à peu près le même. Le souci, c'est que c'est un véhicule qui est extrêmement cher. En gros, c'est la techno de batterie aussi utilisée, c'est la même que celle dans la Zoé première génération. Donc il faut s'attendre à 150 km d'autonomie, voire 120 en conditions réelles. Donc c'est un peu le souci, et c'est une voiture qui est à plus de 20 000 euros, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est une tentative de Renault de faire un véhicule autre que la Zoé, électrique. Donc voilà. Mais ça ressemble vraiment à du rétrofit, hein. C'est ça un peu le vrai souci. Ça fait partie de ces véhicules, justement, c'est un des exemples, parce qu'il y a plein d'exemples, hein, de véhicules, mais ça fait partie des exemples qui font très rétrofit et pas du tout pensé à la base pour un modèle électrique, et on en fait un modèle électrique. Il y a des chances que ça ne marche pas bien, en fait. J'ai pas la garantie que Renault en vende des centaines de milliers, même si la Twingo est un véhicule de ville de base, mais beaucoup trop cher. Ensuite, on a l'une des concurrentes de la Model 3 à l'époque, qui avait été annoncée par le groupe Volkswagen en plein Dieselgate, Ouais. la ID3. Donc depuis, il y en a d'autres modèles qui vont être annoncés. Elle est pas mal. C'est en gros une Golf électrique, hein. Sauf qu'en fait, la grosse différence, c'est que justement, elle a été pensée comme un véhicule 100% électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent thermique. Et à l'intérieur, les ingénieurs ont bossé sur l'optimisation justement du poids. Même les jantes sont très spécifiques justement pour... voilà, l'Hydrix qui dit jolie jante. Mais les jantes sont très spécifiques justement pour... Sont allégées, ouais, voilà, sont allégées, sont là aussi pour éviter que l'air s'engouffre aussi à l'intérieur. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. C'est marrant que maintenant qu'on a des soucis d'autonomie et de batterie et de poids, on se soucie alors qu'en fait, on poids. pouvait déjà améliorer la consommation des véhicules thermiques. Exactement. En faisant ce genre de choses. Mais bref, c'est un des véhicules qui a été pensé entièrement comme ça. Il était pensé aussi autonome. Ils ont fait beaucoup de démonstrations sur ça. Bon, in fine, on n'a pas cette partie autonome. Mais voilà. Un véhicule intéressant. Ah mais grave. C'est la Peugeot i208. Tellement. Alors la i208, il faut savoir que bon, il y a aussi la i-Corsa qui est sur la même base d'ailleurs, hein. i208 et i-Corsa, hein, c'est des véhicules qui sont donnés pour faire 380-400 km d'autonomie. Qui valent plus de 36 000 euros, hein, donc c'est quand même pas donné. Ouais, mais ça reste beaucoup plus abordable que... Mais ça reste abordable. Ça reste abordable par rapport à une Model 3 par exemple. Et elles existent aussi en thermique. Donc là, la particularité, c'est que celles-ci ont été conçues en imaginant et le thermique et l'électrique en même temps. Alors, du coup, il y a quelques différences au niveau de la caisse, au niveau des jantes, au niveau de pas mal de choses à l'intérieur. Après, on reste encore sur un mode de fabrication à l'ancienne. C'est-à-dire que on se retrouve avec des batteries qui ne sont pas forcément dans le châssis, il n'y a pas d'optimisation de l'espace qui est faite sur ces véhicules-là. Enfin, ils ont fait au mieux pour pouvoir faire et du thermique et de l'électrique. Il y en a. Il y a un compromis. Par contre, le châssis a quand même été conçu pour les deux usages. C'est pas un rétrofit des plateformes. C'est pas un rétrofit, c'est ce que je dis. Ils l'ont réfléchi comme ça. Après, il y a encore des choses faites à l'ancienne. Il y a toujours 10 km de câbles à l'intérieur, que ce soit sur l'électrique ou sur la thermique.
Parce que ça, ils n'ont pas changé l'alimentation des phares arrière ou ce genre de truc. Enfin, le truc n'a pas été pensé comme ça, quoi. Mais c'est pas mal. Elle est jolie, en plus, pour rien gâcher. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir une, en vrai. Et j'avoue que j'ai été assez bluffé. Moi, j'y crois énormément, en fait. Ouais, moi aussi. Comme... Celle-ci, d'ailleurs, ils avaient annoncé, lorsqu'ils avaient lancé les précommandes de la 208, il y en avait 50% qui étaient des i208. Moi, je t'avoue que c'est un des modèles qu'on regarde. Ouais, bah, je suis pas étonné. La Corsa a 20 km d'autonomie en moins. Parce qu'elle est un poil plus lourde. Ouais. Donc, à choisir, prenez un Peugeot. Non, bah, elle est plus jolie en plus, je trouve. Oui, mais bon. Ouais, j'aime bien la e-Corsa. Je l'ai pas mise, mais en biton, elle est pas mal. Parmi les véhicules phares, évidemment, on a la Model 3. Hein, voilà, évidemment. Tesla, on ne pouvait pas ne pas en parler. On ne pouvait pas ne pas en parler. Donc ça reste aujourd'hui la référence des véhicules électriques. Alors, j'ai pas mis la Model S, la Model Y, tout ce genre de trucs. La Model 3, on en voit énormément, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle le plus abordable de chez Tesla. Il est disponible en stock immédiatement. C'est incroyable. Vous y allez à la concession, vous pouvez repartir avec, ou presque. Enfin, vous avez une semaine de délai ou 15 jours maximum. Ok. Ah oui. Bah, pourquoi en fait ? Parce qu'en fait, c'est exactement comme ils ont repris ce qui se faisait chez Ford. C'est-à-dire que tous les modèles sont identiques. Toutes les batteries ont les mêmes capacités. Que vous preniez la long range ou pas. En fait, simplement, non, tu peux quand même les personnaliser. Non, mais seulement elles sont brisées. Non, mais je veux dire, il y a une grosse partie de la base de la voiture qui est la même sur toutes les modèles 3. Alors, effectivement, la Dual Motors, non. Mais par exemple. Les couleurs et les jantes. Voilà. Au niveau. Bah, déjà, il y a très peu de choix de couleurs et de jantes. C'est vrai. Donc, du coup, c'est facile d'avoir le modèle qu'on veut. Les batteries sont les mêmes. Donc, du coup, ça signifie que si vous avez pris une version de base avec 400 km d'autonomie, par exemple, si vous prenez une long range avec 600 km d'autonomie, ben en fait c'est la même batterie sauf qu'elle est bridée logiciellement. Et oui. Donc vous la paierez moins cher, voilà, parce que c'est comme ça que ça marche chez Tesla. Si vous prenez la version autonomie courte, on va dire, pas cher. Mais voilà, le truc c'est qu'en fait ce modèle-là en fait est devenu une référence. Le prix risque de baisser d'ailleurs dans les années qui viennent. Elon Musk l'avait annoncé, de toute façon c'était son objectif. D'avoir un véhicule, on va en parler après, un véhicule à bas coût. Voilà. Je crois que je montre l'intérieur quand même pour montrer à quel point c'est épuré. Ah, alors oui, là il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'eux ils ont reconçu une voiture de zéro en fait, voilà. Et pas que pour l'électrique, c'est-à-dire qu'ils ont reconçu une voiture telle que tu concevrais un logiciel en fait. C'est ça. C'est vraiment des ingés plutôt de côté dev voilà. Qui ont reconçu une plateforme. En fait, ils sont pas dit comment est-ce qu'on fabrique une voiture. C'est plutôt ils se sont dit si je prends un ordinateur et je veux le faire rouler, comment est-ce que je fais. C'est ça. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire alors le problème c'est qu'ils avaient quelques contraintes. Des rétroviseurs, enfin voilà, la loi fait qu'il y a des contraintes. Oui. Salaud de législateur. Mais en gros, c'est comment, en respectant ces normes-là, je fais un véhicule qui soit le plus optimisé pour l'usage que en font, c'est-à-dire conduite autonome et électrique. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. On peut pas ne pas parler de la Zoé. Exactement. De la Zoé, puisque ça a été le premier véhicule de série aussi vendu chez Renault. Tout à fait. Avec beaucoup de soucis. Alors, c'est une première génération. Avec beaucoup de soucis sur les premières générations, de soucis logiciels. Bon, mais ça arrive. Surtout avec la nouvelle version. Et il y a encore une nouvelle d'ailleurs qui arrive. Nouvelle version de la Zoé. Oui. Pareil, qui maintenant va chercher la i206, c'est la troisième génération. C'est la ZE60. Oui. Je crois que c'est ça. C'était ZE40 celle-là, avec le moteur qui est censé faire, avec la batterie et le moteur qui sont censés faire 400 km, mais dans les faits c'est quand même plutôt 250 à 300. Là on est censé aller chatouiller les 500, dans les faits on arrivera peut-être aux 400, qui était promis par la ZE40. Voilà, c'est souci si t'as pas de garage effectivement. Ça dépend. Dehors, apparemment c'est un peu compliqué les Zoé. Ah ouais. Surtout les premières générations. Ouais. Ah d'accord. Elles vivent assez mal la vie extérieure. C'est dommage pour un véhicule, mais bon. On peut pas rouler dedans que dans ta maison. C'est ça. Donc on peut pas ne pas en parler. Ça reste un des véhicules les plus vendus, qui a un look un peu sympa. Honnêtement, hein, voilà, c'est pas moche. Seulement je trouve que ça vieillit un peu mal, mais c'est pas moche. On va parler aussi de l'équivalent chez BMW. Pareil, une des premières. La i3. Ouais. La i3, on voit le pack batterie qui est dans le plancher. Ouais. C'est volontaire, les vues éclatées comme ça. Pareil, là, des roues de vélo.
hyper fine. C'est clair. Des jantes qui, pareil, sont optimisées pour limiter les perturbations dans l'air et ainsi augmenter l'autonomie au maximum. Alors, la particularité de la i3, c'est qu'elle est sortie en 2 versions, une version full électrique et une version avec le Range Extender qui permettait d'atteindre les 400 km. En gros, il y avait un groupe électrogène à l'intérieur parce que le moteur thermique n'entraînait jamais les roues. Il servait uniquement à charger la batterie. Un gros souci, par contre, c'est que dépasser les 90 km/h, le Range Extender n'était plus capable de fournir suffisamment d'énergie puisque la voiture consommait plus que ce que lui fournissait. Donc si sur l'autoroute vous étiez en panne de batterie, le Range Extender se mettait en marche, mais vous ne pouviez plus dépasser les 90 km/h. C'est très compliqué. Donc voilà. Il y a eu les dernières versions, la i3S en particulier, qui a augmenté son autonomie, mais on ne dépasse pas les 250 km effectifs sur une voiture qui est ultra chère. Alors maintenant, d'occasion, on en trouve plein. Ils sont en train de les liquider, parce qu'il y a d'autres modèles qui vont sortir. Oui. Donc ils sont en train de les vendre. Si vous cherchez une voiture de ville BMW, parce qu'après l'intérieur est vraiment cool. Hein. En plus, elle a les portes qui s'ouvrent, tu sais, en quinconce, là, enfin en opposé, là. Donc elle est plutôt sympa. Au niveau équipement, elle est top. Maintenant, vous pouvez en trouver d'occasion à partir de 20 000 €, vous pouvez commencer à en trouver. Qui ont quelques kilomètres. Mais voilà, ça reste voilà, une voiture. Le siège est en option par contre. Hein. Non, mais là c'est la vue. Bah oui, mais alors c'est chez Zoé aussi. Hein, Ah, mais là je peux comprendre, c'est Renault. Quoi, T'es bête. Attends, hein, chez Renault il y a au moins les sièges. Tiens, on va parler d'un autre allemand, Smart, parce que maintenant les Smart sont plus qu'électriques. Ok, t'en dis une voiture Kinder là sur la photo quand même. Hein. Ouais, mais c'est les dernières Smart. Mais... C'est les dernières Smart, elles sont comme ça. Les Smart ne vont plus exister en thermique, d'ailleurs je crois que c'est fait, hein, elles n'existent plus en thermique, elles sont plus qu'en électrique. Ça pour le coup, c'est la voiture. Alors, ils auraient dû en fait dès le départ la faire en électrique. Exactement. Alors là, pareil, ces Smart là ont une autonomie d'à peu près 200 km. Voilà, de ce côté c'est des véhicules qui rarement vous faites 200 km en Smart. Vous avez déjà croisé une Smart sur l'autoroute? Voilà, peut-être, hein, mais moi en tout cas non. C'est vraiment la voiture de ville qui est dédiée à ça. Le souci c'est qu'en passant à l'électrique, les prix ont explosé. Donc déjà que c'était pas donné. C'était pas donné, mais là on dépasse les 30 000 € pour un véhicule de place comme ça, c'est une catastrophe. Autant prendre un Twizy. J'ai pas mis le Twizy, mais j'aurais pu. C'est vrai. Parmi les véhicules aussi actuels, on a la e-Up, c'est la version Up qui est de chez Volkswagen, qui devient la version électrique. Là, on est aux alentours de 200 km d'autonomie. Pareil, c'est censé être une citadine qui fait pas d'autoroute, qui fait vite fait de la voie rapide pour l'utilisation de tous les jours, amener les enfants à l'école ou ce genre de trucs. Donc voilà, il y a l'équivalent chez Seat. Oui. La IMI ou Mi. Oui, c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle, Mini, mais voilà. ou un truc comme ça. Et chez Skoda, la e-City ou City E, je sais plus dans quel ordre ils l'ont mis, qui sont en fait exactement les mêmes. Simplement, il y a les prix qui changent un peu et les équipements qui changent légèrement aussi. C'est la même plateforme, c'est assez moche tous les deux. Il y a le pare-choc, oui, c'est le même groupe. Hein. Guillaume FR te fait ce que c'est à Skoda Volkswagen. Les pare-chocs qui changent à l'avant, à l'arrière, bon, ok, vite fait. Je crois que la Skoda est la moins chère de toutes. Ouais, c'est pas étonnant. Ou peut-être la Seat, je sais plus, mais bon, bref. En tout cas, c'est des véhicules avec un usage très spécifique uniquement de faire de la ville. Et pareil, là l'objectif, c'est d'avoir un prix contenu. Rappelez-vous, à l'époque, quand elles étaient sorties ces voitures, l'objectif, c'est d'avoir un prix à 10 000 €. En électrique, on a dit, ok, c'est un prix à 20 000. Bon, dans les faits, avec les primes, tout ça, machin, elles tournent aux alentours de 15-16 000. Ça commence à devenir intéressant. Tu vois, c'est à cet usage-là, ça devient intéressant. Parmi les trucs un peu sympas aussi qui viennent de sortir, la Honda. Elle est magnifique. Alors, celle-ci, un look néo-rétro. Franchement, carrément. Elle est très très belle. Carrément. Le souci, ça reste l'autonomie et le prix. C'est toujours pareil, en fait. Il faudrait faire un classement des véhicules, tu sais, un ratio kilomètre, autonomie, prix. Voir un peu, tu sais, combien tu... Ouais. Si ton objectif, c'est l'autonomie, tu vois. Bah, pas forcément, mais pas forcément, mais oui. Non. Donc la Honda i, la E. Ouais. Bah, eux, ils se sont pas embêtés, tu sais, toi, d'autres mots, ils ont mis le E. Allez, I, on s'arrête là. C'est la première, c'est ça. Donc la Honda i, qui en fait est censée être une petite sportive de ville. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu la 106 GTI, tu vois. D'ailleurs, tu vois, en termes de look, ça donne cet Fiat 500 effet. Abarth. Ouais, c'est tous ces trucs-là où tu sais, les autos Bianchi, Abarth, tout ce genre de trucs qu'il y avait à l'époque.
Ça fait vraiment ça, tu vois, la mini sportive. D'ailleurs, elle fait plus sportive, je trouve que, enfin, elle a un look plus sympa que la mini électrique, hein, tu vois, qui elle est très grosse pour le coup. Là, on est vraiment là-dessus. C'est un équivalent de 150 chevaux, je crois, hein, donc c'est assez costaud. C'est ça. Il y a un écran immense à l'intérieur. J'ai pas mis Le tableau de bord, il est l'intérieur, énorme, je il vais fait tout le mettre, le- mais voilà, c'est tout le long en fait. C'est un Sur les écran. concepts, des messages. Sur, je sais pas si sur la Si, version. sur la version finale, ça y est Ah, aussi. ils vont mettre aussi. Ça y est aussi. Le truc, c'est que on est à entre 180 et 200 km d'autonomie maxi en conditions réelles. Donc ça, c'est un poil dommage. Et pareil sur des prix des prix affolants. Je crois que c'est 28 000 ou 30 000 euros. Ça, c'est assez costaud. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Elle est donnée pour faire 200 km, mais dans les faits, c'est plutôt 180. Donc voilà, elle bénéficie de la charge rapide par contre. Ah oui, tiens, j'ai oublié de préciser, la Twingo ne bénéficie pas de la charge rapide. Ah, Donc il faut un petit peu de temps pour la charger. Et dans un futur très proche de quelques semaines, on va avoir des autonomies hyper intéressantes sur les modèles S. Il y avait la Long Range qui faisait 600 km. Là, on a la Long Range Plus qui fait 628 km. En fait, on passe d'une batterie de 100 kWh à 110 kWh. Donc voilà, là, 628 km, ça devient intéressant. bah, ça dépend ce que tu recherches. Encore une fois, c'est pas Non, mais, forcément les critères de tout le monde. Non, mais tu peux pas rouler dans une voiture qui fait 5 mètres de long en te disant c'est une citadine, donc je pourrais me contenter de 200 km. On est bien d'accord. Voilà. Si j'achète une voiture comme celle-là à 100 000 balles, je me dis, j'espère au moins faire 600 bornes. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Donc, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis entre deux. C'est-à-dire que j'ai voulu passer à l'électrique, mais le ratio prix-autonomie me convenait pas. J'ai acheté une thermique, donc une thermique, une hybride. Du coup, j'ai une Corolla 2020, du coup, c'est le millésime 2020, qui me permet de faire et de l'électrique et du thermique. J'ai à peine 32 litres, je crois, ou 34 litres de réservoir sur un véhicule qui est assez grand. C'est pas une citadine non plus. Enfin, voilà, c'est une hatchback classique, comme une Audi A3 ou un truc du genre. Et j'arrive à faire 800 bornes, 850 bornes, voire un peu plus. Quand je fais beaucoup de villes, par exemple, parce que là, il y a une app qui vous permet de suivre ça. Le mois dernier, par exemple, j'ai fait 63% du temps en électrique. Donc en gros, je fais un plein par mois et demi, parce que je roule pas beaucoup, avec la voiture. Alors évidemment, quand je prends l'autoroute, c'est plus la même histoire. J'ai tendance à plutôt faire 700 bornes ou 650, tu vois. Donc je reviens à des consommations moins raisonnables. Mais je suis entre les deux. Et il me fallait une voiture pour me permettre de faire ces longs trajets et de pas m'arrêter et d'avoir à charger, tu vois. Donc on a une deuxième voiture aujourd'hui, qui est une petite Toyota Aygo. Mais on réfléchit aussi, on s'est dit, est-ce que peut-être que c'est pas ce véhicule-là qu'on devrait passer en électrique et garder une hybride pour les longs trajets et avoir une électrique pour les trajets du quotidien, aller au boulot, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Donc on est nous dans cette config-là. Moi j'avoue que j'espère que dans 2 ans, quand je vais changer ma voiture, on aura enfin des véhicules électriques qui me permettront, pourquoi pas, de remplacer les 2 véhicules par un électrique. Ah ok. Donc oui, ça c'est un des cas d'usage. Okay. Nous on est plutôt dans l'optique d'avoir un thermique, un électrique. Ouais. Ouais. On verra après. Mais... moi je veux plus un thermique pur. Tu vois, maintenant que j'ai essayé l'hybride, je suis tellement content de la voiture. Elle a des défauts, mais alors par contre elle a d'énormes qualités. Quand tu es en ville en particulier, enfin c'est juste top. Donc moi je serais partisan d'avoir une hybride et une hybride, pas plug-in hybride, hein, une hybride full hybride comme la Corolla ou la Prius, et une full électrique à côté. Ou alors, si possible, avoir une vraie full électrique type Tesla Model S Long Range Plus. Mais là en ville tu peux pas en fait. 800 km. Non, mais en plus d'un autre véhicule. Tu vois. Okay. Passer au 100% électrique, je suis ok, mais il faut... voilà. Et puis 100 000 euros, faut pas déconner. Et parmi les véhicules qui me font de l'œil... Non. Si. Le Cybertruck. Tu vois, on en parlait des véhicules taillés à la serpe, hein, avec la City Car de tout à l'heure, mais ils y reviennent. Le prix défie toute concurrence. Aux US, oui. Aux US. Donc j'ai bon espoir qu'en France, il défie aussi toute concurrence. Et en plus, là, pour le coup, tu pourras y jouer, tu pourras t'en servir pour jouer à la pétanque avec. Exactement.
Exactement. Sur le vieux port, c'est bien. Non, le truc c'est que je compte pas rester dans mon appartement dans longtemps. Je compte aller habiter à la campagne. Je me dis, un pick-up électrique, ça peut être une solution. Surtout pour transporter le bois derrière, les animaux et le bétail. Cédric le bûcheron, je vois trop là. Tu vois, exactement. Là, ta trottinette, elle va rentrer aussi dans le coin. Mais ça, c'est parfait. Le quad même, derrière. Très bien. Tu vois? Ouais. Donc, voilà. Alors, évidemment, c'est particulier en termes de look, hein, je dois le reconnaître. Mais, en fait, je m'en fous du look. L'intérieur a l'air assez dingue. Et moi, ce que je vois, c'est l'intérieur de la voiture. À l'extérieur, je m'en fous que les gens trouvent ça moche. Ils oseront pas s'approcher. C'est ça que je me dis. Tu vois? Un Kangoo à la campagne, oui, bien sûr. Justement, c'est pour éviter le Kangoo que je préférerais un Cybertruck. Bon. Enfin, voilà. Le plus gros problème actuellement sur ces voitures-là, indépendamment de la batterie autonomie, on en reparlera, ça reste le prix, hein, surtout le coût par rapport aux véhicules thermiques actuellement. Et en fait, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est qu'il y a eu une étude très récente qui a été faite aux États-Unis par rapport à ça, par rapport au coût d'achat, donc le Total Cost of Ownership, le TCO, de ces voitures-là. Et en fait, il y a une projection qui est faite par rapport aux différents constructeurs et différentes technologies de batterie, qui montrent globalement les courbes descendent, mais en fait, d'ici 5 à 10 ans, en fait, quand le prix des packs de batterie aura suffisamment baissé, il parle d'une chute en fait autour de 100 dollars du kilowattheure en 2025, 72 dollars du kilowattheure en 2030, et à partir de là en fait on aura atteint l'équivalence avec ce qui se fait en thermique. Et là tu auras une bascule en fait mécanique. C'est dans pas longtemps. Nécessaire. Et c'est ça, c'est vraiment dans pas longtemps. Moi j'ai un peu espoir quand même que on disrupte les technos de batterie dans 1 ou 2 ans en fait. Tiens, on va en parler juste après. Et que là, du coup, les coûts descendent tout d'un coup, en fait. Alors, là, il y a quand même, là-dedans, on va en reparler, mais il y a des technos qui sont incluses là-dedans. Silicone, graphite. Voilà, tout ce qui est au graphite, silicone, etc. C'est des trucs qui sont pas encore en production actuellement, qui sont en étude depuis très longtemps, donc on suit un petit peu là, ils se projettent par rapport à l'arrivée possible de ces technos sur le marché, et ils prennent en compte le coût de revient avec ça. Voilà. Tu vois quand même les prix niveau Tesla qui descendent malgré leur techno. C'est les plus bas. Ouais, au kilowattheure, ouais. C'est les plus bas actuellement. Mais ils te font payer les options, pilote auto, machin, tout, pour faire des voitures très chères. Voilà. Bon, moi, ce qui me fait de l'œil, ça va plutôt être dans les 2 roues actuellement. Eh oui. Voilà, donc on va faire un petit tour des motos rapidement également. Yeah. Alors les premiers constructeurs de motos les premiers vrais constructeurs de motos grand public de masse qu'on a pu voir, c'était Zero Motorcycle qui a été les premiers à sortir des choses qui ressemblent à des motos utilisées avec des motos. Donc ça c'est la fameuse Zero S. Il y avait une course de motocross sur l'île, sur une île là, une île anglaise, une course de motocross électrique, ils faisaient chaque année. Zéro, ouais, avec la première, l'île de Man, c'est ça. Sur l'île de Man, ils faisaient des courses de moto électriques, motocross. Oui, ils ont la DS, la version. C'est la première qu'ils ont sortie. En fait. C'est ça, la première qu'ils ont sortie. Voilà. La première qui a cartonné, c'était plutôt celle-là, la Zero S, qui a été. Alors, c'est une des motos électriques équivalent 125. Voilà, qu'on peut trouver encore. Hein, c'est la 2e ou 3e génération. 3e génération qu'on a actuellement. Hyper cher. 13 000 € pour le petit modèle. Le petit modèle, c'est une batterie de 7,2 kWh et 11 kW de puissance en fait équivalente, donc c'est vraiment sur un permis 125 hein. Oui. Et tu l'as en version grosse batterie pour 16 000 €, ce qui reste assez cher quand même pour 16 000 €, oui. Donc c'est voilà, constructeur californien, ils font que de ça, mais c'était les premiers à sortir des choses qui ressemblaient vraiment à des motos électriques sympas. L'intérêt quand même malgré tout de cette 125, c'est que si tu la prends, tu as l'équivalent d'un gros cube en termes de puissance. Donc tu es sur avec un petit permis, tu peux avoir l'équivalent d'une 700 en termes de puissance. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà, elle est assez petite, assez maniable. Ok, tu me l'as vendu, je vais aller en Chine. En ville, c'est pas rien. Voilà. C'est pas le seul constructeur. Il y a un autre qui est arrivé qui a du coup un peu plus cassé les prix, c'est Super Soco. Ah oui. Super Soco, ils ont sorti celui-là, le Super Soco TC, qui est pour le coup l'équivalent d'un 50 cm3. Ça a vraiment de la gueule en fait pour un truc comme ça. Par contre, là tu vois sur la photo, tu te dis ah ouais c'est sympa, quand tu vois en vrai c'est minuscule. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Mais ça reste sympa. Donc j'en ai vu un dans Bordeaux comme ça, et vraiment sympa. Le vert aussi comme ça. Ouais, le même. Le même rétro comme ça. Le même qu'on a vu. Avec les poignées et tout, super beau, au bassin à flot, je l'avais vu. Ouais, oui, je suis pas très loin donc. Voilà, vraiment vu sympa. qui roulait. Ah, j'ai vu garé.
3300 € pour ce modèle-là. Donc là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, ça reste abordable et le look est sympa si t'aimes bien le 50 cm3. le rétro. Équivalent 50 cm3. Ouais. Donc tu fais pas grand-chose en autonomie, en puissance, mais pour faire de la ville, c'est pas mal. Du coup, ils ont sorti un truc un peu plus grand, qui est la TC Super Max. Soco TC Max, équivalent 125. Pas beaucoup plus cher, hein, 4700 €. Ouais, j'ai eu beaucoup de tests moi sur celle-ci. Elle est décevante sur. Alors le pack batterie sur les premiers modèles avait tendance à pas mal chauffer. Et du coup, ben, ça se bridait logiciellement. Donc voilà. Elle a une bonne accélération, mais elle a une vitesse de pointe qui est dramatique. Ouais. Et en particulier quand la batterie commence à se vider. Elle a une autonomie qui est loin de ce qui est annoncé en fait. Puisque à la base, je crois qu'elle est censée faire 120 km. Ouais. On est plutôt aux alentours de 80, voire 70. Si jamais on fait, on roule à 90 sur la rocade, ça descend très 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 vite. Donc pour la ville, c'est top. Mais alors après, si vous faites de la rocade ou machin, vous oubliez. Par exemple, faire aller jusqu'à Arcachon, la plage depuis ici et revenir, c'est pas possible. Voilà. Ah oui, ça c'est un peu dommage. Voilà. À 2 en plus. À 2, alors t'oublies. Mais Voilà. seul, t'oublies aussi. Voilà, il faut la recharger Ok. arriver là-bas. Bon. Dommage, ok. Mais pour la ville, pourquoi Mais pour la ville, c'est top. Voilà. Bon, après, il y a des trucs assez... Elle est jolie en plus. Ouais, non, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je trouve moins jolie que l'autre quand même. Ah oui, oui, oui. En Ouais, termes de- elle a un look différent. Mais elle fait plus grosse aussi. Hein. Après, dans les annonces récentes... Ah, et on a oublié de dire, elle a un pack batterie qui s'enlève. Donc si vous voulez la recharger, Ah oui, c'est vrai. Tu vous peux le ouvrez en soulever. fait Ouais. le réservoir. le réservoir, vous sortez le pack batterie, alors je crois qu'il pèse 20 kg quand même, mais ça se porte. Vous le sortez et vous le ramenez chez vous, vous pouvez le charger. Et surtout si vous voulez, vous pouvez du coup en acheter même un deuxième, comme ça vous en avez un qui charge à la maison, et vous n'avez plus qu'à faire le switch. Voilà. Pas mal, pas mal. J'avais pas noté ça, effectivement. Bon, après, il y a des modèles récents qui sortent qui sont juste hallucinants. Voilà. Neuron EV1, c'est ce modèle de moto-là, Ouais, société prendre la française. moche en version bois. Non, ok, d'accord. Allez, voilà. Ah, T'as voilà. toute la gamme. Elles sont toutes en bois. Elles sont Mais toutes la en bois, noire, quand je la trouve top. Voilà. Ça fait, ouais, moto, Ça fait un peu BMW. Tron et Batman. Ouais, mais je trouve que ça fait un peu BMW. Ah, tiens, j'ai pas pris Le scooter BMW. ça Non, va, non, j'ai pas pris les scooters, ça existe pas les scooters. ça. Non, arrête. Il est pas mal en plus l'électrique. Non, le BM. BM, c'est vrai, j'ai oublié de le prendre, Il est pas effectivement, mal, il est pas mal du tout. Il est très cher aussi, mais il est pas mal, il cartonne pas mal sur les scooters. Donc, société française, Neuron, c'est une boîte qui a été King. créée par deux ingés en aéronautique, donc pour le coup, d'où le D'où le design, design, tout ça, machin. machin. 75 kW, l'équivalent de 100 chevaux, pour un Wow. couple de 240 Nm, c'est hallucinant, Ça doit c'est arracher le cul, là. n'importe quoi. Voilà, de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, Ouais, bah, sur une c'est moto top. comme ça, donc tu as pris 2 mètres de bras, à peu près. Ouais, quand c'est t'as- ça. Le quand truc, c'est t'accélères. qu'il faut mettre une ceinture. Il faut t'accrocher, il faut te sangler à la moto pour pas tomber en fait. Et la Voilà. laisser partir. 300 km d'autonomie quand même, Ouais, c'est costaud. pour la modique somme de 60 000 €. Ah, à ce prix-là, vous avez une Tesla. Bon, non, c'est un concept, ils vont en commercialiser 12. hein, voilà, donc c'est Ouais. vraiment pour faire parler d'eux. On a des mots techniques. Exactement. Bon, je vais vous parler aussi d'une annonce très récente chez Zero, qui est la Ah, oui. SRS. Bon, voilà, on est sur une moto sportive. On est sur une moto sportive toute carénée, Ouais. voilà, alors, qui est la grande sœur de celle dont on va parler juste après. J'ai un problème avec le phare avant. Ah, je l'ai pas pris de face. Ouais. Non, mais là, ça fait trop rétro. Enfin, je sais pas. Ça fait moto de Bioman. Ouais, c'est ça. Alors, honnêtement, c'est moto de Bioman ou de Xor, tu vois. Exactement. C'est- Mais c'est le style, c'est le. Non, Bon. c'est style moche. Il- Je suis désolé, il y avait autre chose à faire avec ce feu. Écoute, ouais, peut-être. En fait, le look, ils ont repris la base de la SRF, dont on va parler juste Ouais. après, et ils l'ont caréné un peu plus. Ils ont affiné un petit peu certains éléments, mais ils ont rien révolutionné c'est en la termes même, de ouais. batterie et de moteur. Et du coup, du fait du carénage, on a gagné en coefficient de pénétration, en CX, hein, comme tu disais, donc du coup Ouais. en aérodynamisme, et du coup, la meilleure autonomie. Oui. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. Du coup, on en a parlé. Le gros test de ce soir, c'est le test de la 0 SRF. Et ouais, Et ouais, que tu as pu puisqu'on piloter. a eu la chance d'aller pouvoir la tester. C'est celle-ci. Voilà, Dans c'est celle-ci. exactement cette couleur. La même. Les jantes étaient de cette couleur? Ouais, peut-être. J'ai vu si c'était comme ça. Ou Alors c'est pas tout à grise. fait la même, ça c'est pas la premium. Ah non. On a mis la premium puisqu'en fait tu le vois au poignet, Au le poignet, bout des oui. poignets était métallique. Voilà. Et donc pour ça on a même une petite test vidéo pour vous en parler plus en détail. Ouais. Et oui. Donc on a été... en fait, quand j'ai vu l'annonce, je me suis posé la question de dire tiens, j'aimerais bien l'essayer ça. Enfin, ça fait un moment que je voulais essayer une 0, mais je voulais pas essayer les 0 et les 125. J'ai pas envie Ouais, d'une mobilette, quoi. d'une mobilette, exactement.
Moi j'ai l'habitude d'une vraie grosse moto, d'un gros cube, et du coup j'ai contacté Zero, et en fait il y a une concession à Bordeaux Qui est revendeur local de Zero, et qui en vend quelques-unes d'ailleurs, et qui en avait une en stock, et qui proposait des essais. Du coup on a été l'essayer, ils nous l'ont prêté, on en a profité pour faire une petite séance vidéo de la machine. C'est ça. Ça fait très futuriste. Quand tu vois, regarde, tu vois tous les tubes là, ouais. Et à l'intérieur en fait c'est la batterie qui est à l'intérieur du truc. Honnêtement t'as l'impression d'être dans Cyberpunk quoi. Alors, ça fait un peu ça. C'est très intéressant parce qu'en fait, effectivement, le boulot qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conçu entièrement le châssis. Là, le feu est magnifique, je suis désolé. Ils ont conçu le châssis entièrement pour accueillir les équipements électriques globalement. Donc c'est vraiment un nouveau type de châssis entièrement en acier tubulaire. Voilà, on va retrouver des suspensions Showa réglables et des trucs intéressants, notamment dessus, de l'anti-patinage et un système de contrôle de stabilité fait par Bosch. Évidemment, tu as de l'ABS aussi dessus, donc ce qui est maintenant un peu la norme sur ces motos plutôt gros cubes. Ouais. Voilà. Donc là, tu es sur la version premium. Il y a deux versions, la version standard et premium. Et après, tu as des options en termes de pack de batterie ou de recharge rapide. On voit le coffre pas fermé entièrement, t'as vu? Oui, d'ailleurs, quand je l'ai prise, je me suis posé la question si c'était un défaut ou pas. Et en fait, non, il est comme ça parce qu'en fait, quand il s'ouvre, il coulisse un petit peu devant. Voilà. Donc on est vraiment sur Christophe sur sa moto. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ton zoom sur le Crafted in California. Yeah. Exactement. Donc cette bestiole-là, elle a une batterie assez conséquente, on l'a vu tout à l'heure, de 14,4 kWh pour une moto, c'est assez énorme. On a une portée de 117 km. Hein. Comment? Il y avait écrit portée 117 km. L'autonomie de Range, ouais. L'autonomie est donnée effectivement entre 150 et 200 km en réel, suivant si tu es en ville, en mode éco ou pas. Ou sport. Ou en mode sport, voilà. Le fameux mode sport. On va en parler après des différents modes. La recharge se fait... T'as une recharge standard qui se fait... avec une prise classique pour 4 heures de recharge, ce qui est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et après tu as un mode premium, tu as une option pour une quick charge où là tu as une prise particulière pour recharger en 2h30, ce qui est assez rapide. Donc voilà, les modes de puissance de la machine, puisque tu as 3-4 modes de fonctionnement. Ça fait zéro bruit, vous allez l'entendre tout à l'heure. En fait, à la fin de la vidéo, vous avez juste, sur le fond noir, vous avez juste le bruit du moteur quand il passe devant moi, Christophe. Donc... Alors, vous avez le plus gros du moteur, en fait, là, au milieu, c'est vraiment la batterie. Le moteur, c'est juste le truc marron à l'arrière, là, au niveau de la suspension. Voilà. Tout le reste, c'est que de la batterie. Alors là, il arrivait à fond. Non, Si, et là, je fais un stoppie. Voilà. Ou pas. Non. Voilà. La caution de 3000 € nous a dissuadé de faire les idiots avec. Hein. Non, un petit peu, ouais. Exactement. C'est un peu ça. Même si on était dans une zone relativement désertique, mais quand même. Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement dessus. Il y a un mode... Ah, ça m'a bien fait marrer ça. Pour le test, il nous a fait partir en mode pluie. Le concessionnaire en disant... On va partir là-dessus, vous allez vous faire un petit peu la main, vous allez voir et tout, puis après vous allez pouvoir naviguer avec les différents modes. Donc le mode pluie, c'est un mode qui va être tout doux sur l'accélération, qui va contrôler les phases d'accélération pour éviter du coup que tu te foutes en l'air avec un éventuel sol mouillé. Voilà, donc là tu as les différents modes et tu as le cadran qui est là. Tu peux changer le mode sport, mode custom, où tu choisis mode pluie exactement, et puis tu as le mode éco où là on est vraiment il y a une limite de vitesse, on est limité à 120 km/h, et puis surtout on a une récupération d'énergie assez monumentale qui se fait sans que tu aies besoin de freiner. Ça c'est le commodo pour les activer. Ça c'est différents menus. C'est pour les menus, effectivement. La batterie, tu peux régler plein de trucs dessus. C'est un peu la Tesla de la moto. Hein. Au niveau équipement, c'est pas ouf. Hein, non, mais je veux dire, en termes de positionnement, je suis c'est à peu près ça. En termes de prix, d'autonomie, de technologie, tu vois, c'est plutôt ça. Les batteries ne sont pas... on peut pas les enlever. Non. Donc là, il faut la recharger obligatoirement. Par contre, tu es à 200 km d'autonomie, ce qui est pas mal. Le gros intérêt de cette moto-là, c'est la puissance que tu as dessus, le couple, plutôt, qui est complètement hallucinant. Voilà, donc tu passes du 0 à 100 en 3 secondes 2. Et vraiment, vraiment, tu le sens vraiment arriver en mode sport, hein, que tu rates ça, et tu vas du 0 à 190, qui est la vitesse max de la machine, en 10 secondes. Ouais. C'est hallucinant. Et tu as surtout un couple qui est ultra méga linéaire. Alors par contre, t'as pas un coup de pied au cul comme tu peux avoir sur les Tesla au démarrage. Non. Tu te casses pas la nuque à l'accélération, parce que justement, tu as tout le système de contrôle de stabilité qui fait que ça t'évite de partir en vrille. Donc ça accélère, mais en fait, la pente d'accélération, elle est comme ça. Donc au début, tu pars, et après, ça s'arrête pas. C'est-à-dire que tu prends,
Et tu dis, mais arrête d'accélérer! C'est ça, c'est-à-dire que t'accélères, le truc qui continue, et là tu prends du recul, tu prends du bras, tu prends des longueurs de bras, et ça. T'as l'impression que ça s'arrête pas. Tu peux pas le tenir, t'es obligé de relâcher pour récupérer un petit peu de prise sur le guidon. Le moteur qui est, en plus d'être joli, il est assez badass au niveau du positionnement, ça rend vachement bien. Et c'est une des technos qu'ils mettent en avant parce que c'est un des gros savoir-faire qu'ils ont, cette partie moteur sur laquelle ils ont beaucoup travaillé. Pas de bruit, t'as juste un petit bruit d'air en fait, aérodynamisme lié à l'aérodynamisme de la moto. Il n'y a pas de refroidissement liquide, non. Tout se fait par l'air. Ouais, et ça a été conçu pour ça. Toutes voilà. Les ailettes. Les ailettes et tout pour refroidir la batterie en fait, qui est la partie qui chauffe énormément. Voilà. D'ailleurs, ça donne un look, je trouve. Voilà, tu vois, quand tu vas partir, c'est un look, ce pack batterie là au milieu qui est juste top quoi. Elle a pas à rougir par rapport à une batterie, enfin une moto thermique. Hein. Je trouve vraiment cool. Voilà, c'est une des premières en gros cube à avoir vraiment le look effectivement d'une vraie moto en gros cube. Voilà. Donc, sur les positifs et négatifs, la selle est de loin très perfectible. Voilà, donc c'est un peu tape-cul, là il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, c'est une des choses qui pourrait clairement améliorer. Les clignots sont moches, donc tu as des vieux clignots qui dépassent, et c'est un peu compliqué de trouver pour l'instant des accessoires pour les changer. La partie cycle est plutôt sympa, donc ils ont fait de vrais progrès, et ils sont vraiment alignés sur ce qu'on peut trouver sur d'autres motos. Donc là, elle est vraiment maniable, elle est assez souple à manœuvrer, malgré son poids, parce que la batterie est assez énorme, mais comme le centre de gravité est assez bas, ils ont vraiment positionné bas, tu le sens pas vraiment, que ça va. Le freinage est malade, donc il y a un double étrier à l'avant avec 4, j'ai perdu le nom, enfin il y a un double disque avec 4 étriers, voilà, pour bien freiner, tu le sens vraiment, ça freine hyper bien. Tu t'arrêtes, hein. Et quant à la récupération d'énergie, je pense qu'il y a la puissance et le poids en fait qui ont fait qu'ils ont forcément forcé cette partie freinage, mais ça marche très bien. La récupération au freinage est plutôt bien, donc en mode street en fait, tu accélères et tu relâches et ça récupère. C'est entièrement paramétrable en mode custom avec une appli sur le téléphone, donc tu peux régler la puissance que tu vas récupérer. D'ailleurs, quand on est parti, il y avait, je sais plus combien il y avait d'autonomie, mais c'est genre 110 ou je sais pas quoi, et quand on est revenu, il y en avait plus en fait. Pourtant. Bon, on me dira rien là dans ce test, hein, mais pourtant la police était pas loin. Hein. Mais non, mais c'est. Et tu le sens bien et tu le recharges. Ouais, et sur smartphone, hein, vous pouvez personnaliser plein de trucs grâce à l'app, la connecter en Bluetooth, tout ça, machin. Enfin bon. Voilà, tiens, on n'a pas mis ça. La prise de recharge qui est voilà, à l'intérieur du coup. Il n'y a pas de réservoir évidemment, donc on va retrouver devant la prise de recharge qui est ici et un petit coffre pour pouvoir ranger du bazar dedans, notamment le câble si tu veux. Ouais. Et puis tu as des prises USB aussi dedans. Oui. Donc tu peux brancher ton smartphone et recharger du coup ton smartphone. Voilà. Je te donne ça à l'ouverture. Alors c'est dommage parce que c'est pas assez grand pour y caler un casque. Non. Donc c'est un peu bâtard, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Oui, c'est sûr. 20 000 € le prix pour le premier modèle, entrée de gamme, bim. Et 23 000 € pour la version premium. Sachant qu'après, ouais, c'est celle qu'on a essayé, sachant qu'après tu peux bénéficier d'aides, tu as des aides bonus écologiques gouvernementales, voilà, 900 €, donc c'est pas ouf. Et après tu peux avoir des aides régionales. Donc là, il faut se renseigner auprès de la région, de la ville ou comme ça. On a jusqu'à 3 000 € sur Paris d'aide supplémentaire. Pas mal. Ça fait 4 000 € de moins, quoi. Voilà, à peu près. Ok. Donc voilà, c'est un sacré truc. Bon, du coup, après cet essai magnifique, bon, ouais. Tu l'as pas acheté, mais bon, si t'avais les moyens, peut-être tu l'aurais acheté. Le reste, qu'est-ce qui reste après tout ce bordel-là? Bah oui, parce qu'en fait, on a vu pas mal de véhicules électriques, mais il y a quand même des trucs un peu what the fuck. C'est exactement ça. Voilà. Vous avez sans doute entendu parler des Segway. Enfin, des Segway, des overboards. Des overboards, voilà. Mais on avait même testé un. C'est ça. On avait même testé un overboard. En fait, c'était même là avant les trottinettes. C'est le truc à cartonner avant les trottinettes. C'est ça. Mais qui, honnêtement, est beaucoup plus casse-gueule que les, comment ça s'appelle, les trottinettes électriques, honnêtement. Ah ben, faut maîtriser, quoi. Alors, en termes de casse-gueule, il y en a un autre qui est pas mal aussi. Oui, la Solo Wheel. Le Solo Wheel. Solo Wheel, voilà. Ce truc-là. J'en vois un, justement. Il y en a pas mal, ça continue. Il y en a pas des masses, mais il y a une petite vague qui continue à monter. J'en trouve pas mal. L'intérêt de ce truc-là, c'est que la roue est plus grande. Oui. T'as la poignée pour le transport de valise, donc tu peux facilement passer du mode je roule dessus au mode je suis piéton ou embarqué dans les transports en commun. L'autonomie est pas mal quand même, équivalent d'une trottinette, et surtout vu la taille de la roue, tu t'es moins sujetti à la route, au trottoir, tout ça, donc tu peux mieux circuler dedans. Ouais. T'en vas pas mal, 20 km d'autonomie globalement, et pareil.
Ça reste assez cher par contre, hein, plus cher qu'une trottinette ce truc-là. Mm. J'en avais essayé un. Donc c'est vraiment bizarre comme C'est difficile à sensation. monter dessus au début en fait. Après une fois que t'es dessus, ça va. T'as une vraie phase d'apprentissage, faut Ouais. vraiment apprendre Voilà, ouais. à le manœuvrer et tout, mais après c'est sympa. Enfin, quand tu vois ceux qui ont l'habitude d'en faire circuler avec, c'est hyper fluide en fait. Ouais. Ici, il faut file vachement bien. Donc bon voilà. Un truc encore plus what the fuck je vois de plus en plus aussi, c'est ces machins-là. C'est extrêmement moche. C'est le truc, ils ont pas osé choisir entre la trottinette ou le scooter. Du coup, ils ont fait ça. T'en as déjà vu? Ouais, j'en ai déjà vu. La première fois que j'en ai vu, c'était à Prague. Il y en avait plein dans la ville. En fait, je sais pas pourquoi, il y a avait une mode là-dessus. Ils s'en servaient pour tous les Fabricant touristes. local. Je sais pas. Et je commence à en voir dans Bordeaux aussi de ce Oui, truc-là. mais en fait, ils ont des très grosses roues, donc c'est Ouais. moins casse-gueule. Enfin voilà. Bah, c'est assez confortable, par contre c'est énorme. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit hyper pratique à manœuvrer, mais ça va être plus confortable. Voilà. Ouais. Allez, on part encore plus dans le what the fuck. Oh putain. Les roller skate R8. Non, pardon, pas ça. Ce truc-là qui est un MacBook à roulette en fait. C'est ça. Hein? C'est un MacBook à roulette, c'est voilà. C'est le petit plateau de déplacement personnel. C'est nul. Et Ça pèse personne. C'est ça. Enfin, le matin, vous prenez votre poids et il vous amène au boulot. C'est ça. C'est voilà. Donc il y a ce genre de truc là. Alors évidemment tu vas trouver bon ça c'est pour la déconne, mais tu vas retrouver aussi des trucs plus courants comme des skates, des vrais skates Ouais, ça par ou contre, des longboards il y en a vachement. électriques. T'en trouves quelques-uns, Ouais. c'est un peu plus rare. Et là la commande Là, j'en se ai fait. vu pas mal. Ouais, t'as une télécommande. T'as à une la télécommande main. en fait dans la main pour gérer l'accélération et après bah, tu es classique pour tourner et pour accélérer là-dessus. Ah, et vous vous souvenez des Et ce fameux chaussures truc-là. roller? Eh ben voilà. Les chaussures roller Rocket Skate R8. Voilà. Jusqu'à 16 km/h que tu accroches à ta chaussure et qui s'adapte à ton pied. C'est merveilleux. Voilà. C'est beau. Hein. C'est nul. 1000 € ce truc-là quand même. 1000 €? C'est un truc de malade. Hein. Waouh! Ah Donc oui, voilà. non, ben non. On en est là. Pour te dire en fait qu'il y a tellement de foisonnement sur ce truc transport électrique qu'on en est même jusqu'à ça. Ok. Bon voilà. Bon, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir. Yep. Pour finir là-dessus, l'avenir en fait, ben, on a pas mal parlé en termes sur la partie voiture surtout, mais sachant que on est vraiment dans un tournant là. C'est aussi pour ça qu'on en parle dans cette émission-là, c'est que il y a de plus en plus d'annonces en fait qui passent là-dessus. Mais là, ce qui change, c'est que globalement, dans les 2 années qui arrivent, il y a la plupart de tous les grands constructeurs automobiles qui vont basculer quasiment toute leur gamme, plus ou moins, suivant tous, sur du full électrique. Donc d'ici 2025, en fait, on devrait se retrouver avec plus de 130 modèles de véhicules électriques sur le marché, différents. Donc c'est assez hallucinant. Et surtout, l'ensemble des constructeurs actuels sur la planète investissent massivement toute leur R&D Oui, là-dedans. tout. Ouais. Donc il y a un équivalent la- d'investissement R&D de 225 milliards de dollars C'est ça. quand même, annuel. Donc C'est tout le monde monstrueux. y va, un truc de fou. Donc on est vraiment sur le tournant. Et en fait, ce qui change la donne, donc on en a parlé un petit peu avant sur le prix de la voiture, il y a plusieurs choses, c'est les leviers de croissance qui vont permettre en fait de faire le basculement. Ben, il y a encore un frein dont tu l'as parlé, c'est la partie autonomie. Et la partie autonomie, tu as 2 façons de la voir. Ouais. Soit tu as l'infrastructure, le réseau de recharge, qui est encore un frein pour beaucoup, Voilà. parce que c'est pas encore Et ultra là où répandu. c'est encore plus un frein, c'est que par exemple sur l'autoroute ce week-end, j'étais à Montauban, entre Montauban et ici. Donc tu as tous les systèmes de recharge corridor sur les aires d'autoroute. Ouais. Sur chaque panneau, il y avait écrit charge électrique HS, réseau corridor en panne. Et alors là, ça veut dire que si tu as pris l'auto, t'as commencé à prendre l'autoroute avec T'es ta mort. Tesla ou ta voiture électrique ou machin, tu sais déjà que il va falloir que tu sortes et que tu trouves un moyen de charger parce que c'est pas possible. Ouais, c'est encore un sujet. Tout le réseau était en panne. Ouais. T'imagines? Sur tout l'autoroute entre Bordeaux et Toulouse, en gros. Enfin, c'est... Donc là, ça milite effectivement contre Ouais. l'électrique pour faire des grandes distances, hein, pour partir en vacances et tout ça, tu peux pas. Mais encore une fois, c'est peut-être pas ton utilisation quotidienne. Non. Donc peut-être que c'est aussi un changement d'habitude d'utilisation de ton véhicule qu'il faut imaginer, et plutôt utiliser ta voiture au quotidien pour le transport et Ouais, mais tu d'autres vois, quand moyens tu pour prends les l'autoroute, vacances. tu te poses pas la question de savoir s'il y a de l'essence dans la station-service sur l'autoroute, quoi. Ouais, mais tu prends peut-être pas l'autoroute pour faire 200 bornes de suite. Peut-être que tu la prends pour autre chose. Mais voilà, enfin, ça dépend encore des usages, mais il y a peut-être aussi pas que la vision de se dire j'achète une voiture qui va me servir au quotidien, et une fois par an je pars en vacances avec, donc il me faut forcément au moins 400 km d'autonomie, Oui, tu oui. vois. Peut-être changement de mentalité et d'habitude d'utilisation à voir là-dessus. Du coup, les levées de croissance pour l'infrastructure, on en a parlé, et la partie batterie, évidemment. Donc la batterie sert à 2 choses en fait. Le prix, c'est actuellement le plus gros facteur prix sur les voitures, et la partie autonomie et recharge.
Et donc là, pour moi, j'ai axé surtout la future, en fait, il est surtout sur ces technos-là. Ouais. Parce que les voitures, on sait à peu près le faire, les équipements, on est à peu près mature là-dessus. Les moteurs, il n'y a pas, franchement, j'ai pas vu de grosses Non, mais ça, évolutions non, ou de c'est gros ça, axes de toujours la même recherche. chose. Par contre, sur la partie batterie, c'est hallucinant toute la recherche qu'il y a en ce Oui. moment, et ça foisonne de tous les côtés. J'en ai retenu quelques-unes pour finir là-dessus. IBM qui a annoncé une nouvelle techno de batterie ultra rapide, qui n'inclut pas de métaux rares, du coup. Ouais. Ça change aussi pas mal la donne en termes d'impact environnemental. Et qui est à l'opposé en fait de ce qu'on a sur les technos actuels, puisque les technos actuels, leur tendance est surtout, elles sont ultra coûteuses, il y a des métaux rares, elles chauffent, savoir ça s'enflamme, et eux ils ont conçu une batterie avec des trucs un peu plus naturels qui n'ont pas tous ces problèmes-là. Il y a une autre techno aussi qui est le lithium sulfure, qui est développé par des chercheurs à l'université de Monash, du sulfure dedans, qui permet d'avoir sur un téléphone, ils l'ont testé sur un smartphone, une autonomie de 5 jours. C'est pas mal. En taille équivalente sur un smartphone actuel. C'est ça. Voilà. Si dans le même volume, on fait une autonomie x5, ouais. Imaginez une Tesla qui aujourd'hui fait 600 km. Si on faisait du même, imaginons, allez, juste x3, on est pas mal. Par rapport à un véhicule thermique, c'est ça, tu vois. Voilà. Donc là, ils ont fait ces premiers tests là, ils espèrent du coup monter à l'échelle cette année, donc dans cette année-là ou l'année prochaine, tester ça sur des protos de voitures et commencer à lever des fonds pour. Ils ont déjà déposé le brevet là-dessus. Mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres approches là-dessus. Il y a Panasonic qui lui travaille plus sur la partie système de gestion de la batterie, notamment la recharge. Parce qu'en fait, ils se disent, là, on n'est pas au bout de la techno. C'est pas les seuls. On n'est pas au bout des technos actuels. On pourrait optimiser ça. Surtout, on les maîtrise pas complètement. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi près de la réaction chimique qu'on voudrait l'être, et du coup, leur nouveau système de gestion de la batterie permet de mieux contrôler les cycles de charge, décharge et recharge en fonction le comportement de la chimie dans la batterie, notamment la partie détérioration. Puisque ce qui est coûteux dans la recharge actuellement, enfin les limitations de la recharge se font sur le fait qu'on ne maîtrise pas bien le moment où la batterie en fait se détériore. C'est ça. Donc les cellules meurent et... Mais en fait, si tu recharges trop vite, trop fort, trop longtemps, que ça chauffe trop, la batterie s'use. Mais en fait, on n'est pas au plus près de ce qu'on pourrait maîtriser là-dessus. Alors, c'est pas les seuls à travailler là-dessus. Il y avait une autre société qui travaillait avec une recharge ultra rapide, et dans le but de maîtriser entièrement la chauffe de la batterie. Et ils avaient montré des capacités où tu pouvais monter ta recharge hyper vite jusqu'à ce que la batterie atteigne les 60 degrés, ce qui est actuellement totalement prohibé sur les recharges de batterie actuellement. Mais tu le fais pas très longtemps, pas plus de 10 minutes, et juste après tu la refroidis. Et une fois que tu as atteint une température, tu repars comme ça, sur des cycles comme ça. Et ils montraient qu'avec ça, ils arrivaient à recharger en 10 minutes l'équivalent de 200 km d'autonomie sur une batterie, sur une taille de capacité de batterie de voiture. Donc c'est assez malade. Sur les technos actuels, sur du lithium-ion. Donc pareil, donc il y a encore des recherches et des travaux là-dessus. J'en retiens d'autres après sur les composés chimiques essentiellement. Donc il y a une partie silicium. Il y avait tout à l'heure dans le graphe notamment qui indiquait la partie coût de la voiture et notamment des batteries. Tout à fait. Puisqu'il y a du lithium silicium qui est en train de... Pardon, du lithium-ion, mais dont les anodes sont conçues à base de silicium, voilà, plutôt que du graphite actuellement. Et donc là, pareil, l'Université de Californie, et surtout épaulé par des constructeurs type BMW et Daimler. Et après, tiens, il y a celle-là que je voulais vous montrer, parce qu'on en parle de plus en plus, on l'attend énormément, c'est le graphène, évidemment. Donc les batteries au graphène pour le coup. Donc là, ça c'est hyper intéressant. On a toujours le lithium, par contre, on remplace au niveau des anodes et de la cathode les polymères actuels par du graphène. Et donc là, tu gagnes plein de choses. Ça chauffe plus, c'est hyper robuste, ça peut être souple, ça se recharge plus vite, meilleure capacité. Enfin, c'est apparemment la techno qui va... La révolution. La révolution, voilà. Et ils ont déjà même commercialisé ce truc-là. Donc ces batteries-là sont déjà commercialisables. Par contre, ils sont pas encore à l'échelle, ils sont pas encore sur des tailles de packs de batteries qu'on pourrait embarquer dans des véhicules. Non. Mais tu peux déjà acheter des cellules comme ça. Ils sont en mode de production. Donc on est vraiment... Pour du smartphone, ça pourrait... Voilà. Et après, un truc assez rigolo que j'ai vu, qui est un petit peu what the fuck, qui est ça, qui est une batterie à base de mousse, d'éponge, tu vois. Où là, ils se sont dit, mais en fait, le système de batterie, ça sert à rien de faire des cellules avec des plaques que tu colles les unes sur les autres, autant réfléchir en 3D, et du coup, à réfléchir à la chimie tu vois, dans des composés type éponge comme ça, où l'interaction va se faire dans toutes les directions de l'espace. Ça permettrait de gagner un petit peu d'autonomie. En densité. Voilà, en densité, exactement. Voilà, c'est ce type d'approche. C'est une batterie Nokia, hein, vous l'avez reconnu en bas. Non, c'est des batteries des 3310.
Amovible. Voilà. Bon, ça c'est pour stocker l'énergie. Après, il y a plein d'autres approches sur la partie la recharge, l'alimentation, les panneaux solaires, dans les vitres sur le toit, la récupération d'énergie. Mais c'est vrai, hein, tu rigoles, mais c'est vrai. Et après, tu as aussi des gens qui cherchent aussi sur la partie transmission d'énergie en roulant. En roulant, ouais. À distance, tu vois, type rayon qui recharge avec des bornes, ou par la route. Ou par la route, à induction. Du roaming de recharge. Voilà. Bon, on a fait le tour. Ouais, on peut montrer ce qui se fait d'autres aussi, mais bon, on a parlé beaucoup de trucs, mais il y avait d'autres véhicules et les bus. Mais en fait, les bus, c'est déjà là en fait. On s'en rend pas compte, mais il y en a plein qui sont déjà comme ça. Il y en a déjà beaucoup, donc voilà. C'est juste pour dire qu'il y en a déjà. L'aviation aussi, qui s'y met sérieusement. Et EasyJet, en tout cas, leur patron y croit énormément, puisque pour lui, ça va devenir complètement viable la partie aviation. Et c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses là-dessus. C'est Airbus ou Boeing? Non, c'est Airbus qui a dévoilé un proto là il y a quelques temps. Ouais, Airbus, ils sont très en avance là-dessus. Et EasyJet, là, il devrait commercialiser d'ici 2 ans un premier vol commercial, du coup, électrique. Bah, avec un tout petit avion avec 9 places. Hein. Ouais. Mais bon, on est qu'au début. Et les bateaux, on n'en parle pas, mais voilà, petit bateau avec la petite prise. Hein. Entièrement compatible avec l'eau. Hein, c'est tout à fait, avec l'eau salée en plus. Exactement, ça marche très très bien. Mais en fait, il y a toute une gamme, l'équivalent des hauts de gamme en bateau, donc ça, sur des trucs de loisirs haut de gamme, qui sont déjà commercialisables en électrique. Alors par contre, en termes de prix, c'est complètement débile. Par contre, en termes d'écologie, c'est juste génial, parce que les bateaux, c'est juste horrible. Ah oui. Pour tout ce qui va être... Ce qui est top, c'est qu'il y a une grosse partie de la coque qui n'est pas exploitée. En termes de volume. Ah oui, bien sûr. Dans un bateau. Là, tu peux paquer des batteries partout. Voilà. Et du coup, tu peux arriver déjà avec des tailles de bateaux actuelles à la même autonomie que ceux d'un bateau thermique, puisque les réservoirs des bateaux thermiques font jamais toute la coque. Hein, exactement. Mais là, tu pourrais imaginer toute la batterie, quoi. Et puis surtout avec le poids, le centre de gravité, tu peux l'envisager au fond de la cale sous l'eau et du coup, tu stabilises énormément. Donc c'est vachement bien adapté. Mais ça se fait, c'est déjà commercialisable. Il y a plusieurs bateaux comme ça haut de gamme, et il y a des yachts aussi électriques qui se font sans problème. Donc voilà, c'est pas les seules choses qui existent. Et non. On a fait le tour. Bon, du coup, électrique bientôt? Bah, la moto c'est compliqué, ça reste assez cher. Non, mais je parle de... La voiture, la prochaine voiture qu'on remplace, très probablement, on va regarder ça. Ouais. Pareil, normalement, prochain véhicule, sauf si y a une panne là tout de suite. Sur un des véhicules que l'on a, mais sinon, prochain véhicule sera électrique ou ne sera pas. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Voilà. Rendez-vous dans 2 ans. Pour nous retrouver sur internet, Chris Kamikaze pour toi, @Cédric Bonnet pour moi. Voilà, pour soutenir la chaîne tipeee.com/stdrenegade, si vous êtes aussi subprime sur Twitch, vous pouvez nous soutenir. Et on remercie tous ceux qui ont fait ceux qui ont sub pendant l'émission. Voilà. Il y a eu des abonnements offerts aussi par l'AIO, donc c'est cool. Ouais, l'AIO Nono Réseau, j'en oublie pas un, Sébastien. Et voilà. Ça nous aide à produire entre autres Beats, puisqu'on a besoin du studio pour produire l'émission. StudioRenegade.fr si vous voulez plus d'informations sur les autres émissions du groupe. On est aussi disponible en podcast, vous pouvez retrouver tous les liens là-bas. Et puis voilà. Vous avez aussi l'agenda avec les prochaines dates d'émission et tout ça. Donc on vous dit à la prochaine pour un numéro de Beats normal cette fois. Exactement. Puisque ce ne sera pas un spécial mobilité électrique, mais ce sera autre chose. Donc merci à vous et à très vite. Ciao. Ciao.